Bonsoir, aujourd'hui, mercredi 15 juillet. Bienvenue à l'émission estivale Le Panel. Ce soir, à l'émission, une psychologue radiée, une naturopathe condamnée 2 fois et maintenant devant la Cour suprême du Canada, 2 femmes, 2 dossiers judiciaires, une seule question qui nous concerne tous. Jusqu'où, vous et moi, avons le droit de choisir comment nous désirons être soignés? Tout ça dans quelques minutes sur l'émission Le Panel. Mais tout d'abord, je tiens à vous réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants. Sur Facebook, pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site Internet au www.tovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder. Merci de prendre le temps de mettre un j'aime lorsque vous visionnez nos émissions. Merci de partager le contenu de nos productions et merci de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Encore une fois, je tiens à souhaiter un mot de bienvenue à tous et à toutes pour l'émission Le Panel. Bien content de vous retrouver pour une autre superbe émission riche en contenu ce soir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, le droit de choisir ses soins de santé. Au Québec, la loi encadre strictement qui peut vous accompagner quand vous êtes malade ou quand vous croyez l'être. Un arrêt vieux de plus de 40 ans, l'arrêt La Rivière, continue de tracer la ligne entre éduquer et soigner, entre partager une information et poser un diagnostic. Nos 2 invités d'aujourd'hui ont chacune payé le prix de cette ligne à leur façon. L'une a été psychologue pendant plus de 15 ans avant d'être rappelée à l'ordre pour ses conseils nutritionnels. L'autre est naturopathe depuis 20 ans, condamnée pour exercice illégal de la médecine et qui porte maintenant sa cause jusqu'en Cour suprême du Canada. 2 parcours différents, mais une même question de fond. Où finit la protection du public et où commence la protection de monopole? On parle de tout ça avec Geneviève Labonté-Chartrand et Annie Junot au retour de ce qui suit. Pour parler de santé avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Labonté-Chartrand, ex-psychologue clinicienne, aujourd'hui formatrice en santé intestinale et mentale. Et bonsoir Geneviève. Bonsoir. Vraiment content que tu aies accepté l'invitation d'être avec nous. C'est la 2e entrevue qu'on fait ensemble, une qui était dans le cadre de Théovox Actualité, qui était en Zoom. En Zoom. Parce que tu nous parlais directement du Mexique. Oui. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu as fait pratiquement 4 heures de route pour venir sur l'île de Montréal, être avec nous ce soir. Oui. Merci de l'avoir fait. Merci de m'avoir un, invité. c'est vraiment très, très, très apprécié. C'est un honneur pour nous de te recevoir sur le plateau de Théovox. Pas de Théovox, mais de l'émission estivale Le Panel. Annie Junot, naturopathe et cofondatrice de la clinique VitaCru, dont la cause est présentement devant la Cour suprême du Canada. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Annie, c'est la première pour la saison estivale Le Panel. On a eu l'occasion d'avoir quelques chroniques ensemble pour le secteur de la santé, de la naturopathie, des conseils que tu as donnés aux auditeurs qui sont des conseils très prisés. Les auditeurs ont réellement apprécié les quelques chroniques que tu as faites avec nous. On est vraiment content. En passant, Annie, on est rendu où avec la Cour suprême du Canada? C'est un dossier qui a été déposé, je pense, depuis novembre-décembre 2025. Exact. Premièrement, merci de m'accueillir à nouveau. C'est toujours un plaisir d'être ici et de parler de choses en vérité. Oui, je trouvais ça vraiment intéressant de vous avoir les deux ensemble sur l'émission Le Panel. Tout à fait. Ouais. Il faut comprendre que l'automne dernier, ça a été viral. Les gens ont entendu en septembre que finalement la Cour d'appel du Québec, qui est en fait la plus haute cour du Québec, avait refusé mon appel. Donc, je reste toujours condamnée depuis la première instance pour avoir fait de la pratique illégale de la médecine. Hey, on remonte à il y a 6 ans, là. Oui. Tout a commencé, en fait, depuis 2019. Et c'est toujours très long. Puis, on le voit encore. En fait, finalement, cet automne, j'ai décidé
j'étais pas sûre de vouloir porter en appel, mais tu sais, quand tu es rendu si près de la marche de la Cour fédérale, puis tu as 30 jours ou 60 jours, je me rappelle plus trop, qu'on avait pour prendre la décision, je me dis, je peux pas abandonner. Sauf que ça vient avec un coût. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Puis finalement, Stéphane et moi, on a pris la décision de porter en appel, mais seul, cette fois-là. Ouais. De toute façon, après 6 ans de poursuite judiciaire, on a compris les rudiments et on savait tout à fait quel angle utiliser pour la Cour suprême, qui est en fait, je pense, ma cause, elle a encore plus sa raison d'être en Cour suprême parce qu'elle étoffe le principe que les naturopathes, on travaille avec des produits de santé naturelle et des conseils d'hygiène de vie qui ne sont pas d'ordre médical, on s'entend bien. Et il faut comprendre qu'au fédéral, qui régit la loi sur les produits de santé naturelle, c'est le fédéral. Et en plus, moi, j'ai des produits, j'ai 4 produits que je vends, que je fais fabriquer par Santé Canada, pas par Santé Canada, mais qu'on va me homologuer un produit de santé, un NPN qu'on appelle. Donc, on m'a donné l'autorisation d'utiliser ce produit-là pour des causes spécifiques. Donc, pour les causes spécifiques que la personne m'a consultées, j'ai proposé avec homologation approuvée et j'ai été condamnée d'avoir prescrit des médicaments, alors que c'est pas des médicaments, et d'avoir diagnostiqué et tout le principe. Et tout ça a été déposé finalement en décembre 2025. On va avoir l'occasion d'en parler, de faire le tour de ton dossier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite resituer les choses pour nos auditeurs qui nous écoutent ce soir. Geneviève, tu as pratiqué la psychologie clinique de 2008 à 2024. C'est exact? En 2026, le Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues t'a reconnu coupable d'avoir prodigué des conseils nutritionnels à une patiente et d'avoir tenu, selon eux, des propos jugés immodérés sur les réseaux sociaux. Une radiation de 6 mois s'en est suivie à partir du mois d'avril. Je n'étais plus inscrite au tableau des membres à ce moment-là. Donc, cette radiation devra être effectuée si je me réinscris au tableau des membres. Donc, si je reprends la profession. Donc, si tu reviens dans ta profession de psychologue, tu dois avoir 6 mois de radiation avant de pouvoir revenir. Tu dois planifier 6 mois à l'avance la date d'entrée que tu veux. C'est ça. OK, je comprends. C'est bon, on s'entend. Annie, de ton côté, toi, ton entreprise, Vitacru, a été reconnue coupable en 2022, on en a mentionné un petit peu, d'exercice illégal de la médecine, un jugement confirmé en cours d'appel. Et d'alors, tu as déposé en novembre 2025, tu en as parlé un petit peu précédemment, une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, qui est actuellement toujours en étude, on en a parlé. On va explorer ensemble ce soir votre parcours, parce que vous avez vraiment un parcours similaire, peut-être dans 2 domaines différents. On va comparer votre parcours, ce que la loi permet vraiment, ce qu'elle ne permet pas, et surtout, quelles solutions existent pour les praticiens et pour le public. Tu te défends, Annie, on en a parlé depuis 6 ans. J'aimerais juste, en 30 secondes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ton histoire, tu viens régulièrement aussi sur Théovox, juste en 30 secondes, 1 minute, raconte-nous qu'est-ce qui a déclenché la plainte du Collège des médecins contre toi, Vitacru. Qu'est-ce qui a déclenché la plainte? En fait, on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas de plainte formelle par un client. Donc, je n'ai jamais reçu de plainte. Fait que, est-ce qu'elle est inventée? Est-ce qu'elle est proposée? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un message, une plainte qu'eux disent qui leur a donné raison de venir m'inspecter. Sans en fait, comme ils viennent comme un comédien qui est rentré chez vous, se faisant passer pour un patient. C'est ça. Ça leur donne une raison de venir voir ce qu'on a à dire. Et dans le fond, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment le client va rentrer dans le bureau qui fait que comment on va être piégé ou non. Ce que j'ai compris après 6 ans, ça a pris quand même beaucoup d'années pour comprendre et je crois sincèrement que l'industrie juridique, puis là, je ne suis pas juriste, là, on s'entend, c'est mon expérience personnelle que je dépose ici. Je pense que les avocats ou l'industrie dans laquelle on est, ou même les associations dont je fais partie, on n'était pas vraiment au courant de la situation. Je pense que si on était au courant,
on nous aurait averti comme thérapeute quand tu fais ta pratique, que ce soit aux écoles ou au sein des associations, c'est quoi les risques tu risques d'encourir si tu pratiques la naturopathie. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et donc, moi, je pratique, j'ai fait mes études, on arrive, on rouvre une clinique, on est content d'aider les gens avec nos enseignements d'hygiène de vie, de détoxification. C'est là-dessus que je me spécialise, dans la santé digestive, moi également. Et donc, la cliente se présente avec un souci de santé. Normalement, pourquoi tu consultes un thérapeute? Parce que tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais il est là le catch. C'est que si la personne se présente avec un souci de santé, légalement, ce que la jurisprudence dit actuellement des cours de justice, c'est que même si la personne prétend être malade, que ce soit vrai ou pas, là, et que moi, j'essaie de solutionner ou lui donner des conseils pour aider son problème, ça relève de la pratique de la médecine. Je comprends. Le jugement te reproche d'avoir recommandé des suppléments et des lavements au café pour des personnes atteintes de cancer. C'était pas pour atteinte de cancer. C'était tout simplement une suggestion de détoxification. Okay. Le lavement au café est reconnu pour les gens atteints de cancer. Okay. Donc, il y a des propriétés bénéfiques. Exactement. Pour ça. Mais pas pour suggérer pour un cas de cancer. Encore une fois, en 30 secondes, 1 minute, avec le recul, où traces-tu cette ligne entre éduquer les gens puis soigner les gens? En fait, j'ai toujours éduqué. C'est ça, la ligne est fine. Ouais. C'est que si la personne arrive avec un souci de santé, puis je me rappelle, la conversation, elle était claire, j'ai l'enregistrement. Exemple, elle arrive pour de la constipation. Moi, tout le long, là, pendant 1 heure de ma rencontre, j'ai fait de l'éducation en lien avec la constipation, évidemment. Parce que mon but, c'est de l'éduquer. Qu'est-ce qui cause? C'est quoi les raisons possibles qui peuvent causer les ballonnements ou la constipation? Donc, c'est une éducation. Je ne suis pas en train de vouloir résoudre son problème. Je suis en train de l'éduquer pour qu'ensuite, elle arrive chez elle avec des outils concrets pour qu'elle puisse réparer ou s'auto-réparer elle-même. Mais juste le fait de vouloir solutionner, enseigner quelque chose par rapport au problème pour lequel elle consultait, j'étais déjà coupable d'avance. Fait que les gens ne peuvent pas nous dire qu'est-ce qu'ils ont. Ouais. C'est ça, la ligne, elle est très, très serrée. Je comprends. On le dit, je m'en viens à toi, Geneviève, je ne t'ai pas oublié. On t'a porté ta cause jusqu'en Cour suprême. Oui. Est-ce que c'est de l'entêtement de vouloir gagner à tout prix ou... Non, parce que j'ai... Qu'est-ce que tu espères? J'ai tellement étudié la loi, je l'ai vraiment lu, là. Puis il ne faut pas oublier que, écoute, je l'ai même écrit, là, la jurisprudence sur laquelle on nous condamne, elle date de 1984. Okay. Mais depuis 1984, il y a eu des lois qui ont changé, dont la loi sur la pratique de la médecine, qui est l'article 31, que j'ai souvent parlé dans les émissions. Et cette loi-là, elle a changé en 2003. Et c'est ce que j'essaie de débattre au Québec, que ce que j'ai essayé de faire. Et au Québec, ce qu'on dit, c'est que la loi a changé, mais on ne veut pas changer l'interprétation. Ça ne marche pas. Donc, puis l'interprétation, elle a changé, mais on ne veut pas la reconnaître. Puis parce qu'on ne la reconnaît pas, on garde encore une vieille jurisprudence qui date d'avant du changement de loi, qui nous permettrait de travailler sans faire de la pratique de la médecine, qui est du diagnostic de maladie et travailler avec des vrais médicaments, ce qu'on ne fait pas. Puis dans la loi, elle est vraiment séparée depuis 2003. Mais il y a une interprétation qui est, selon moi, biaisée, selon la Cour est juste, mais c'est ça que je porte en appel. Deux choses. Le même angle, l'interprétation de la loi qui ne marche pas, parce que lorsqu'une loi change, selon des jurisprudences, on doit respecter la loi en vigueur. Et là, on ne la respecte pas. Deuxièmement, le règlement des produits de santé naturelle, j'ai été jugée sur une vieille jurisprudence également qui date avant le règlement des produits de santé naturelle qui a été créé en 2004. Le règlement des produits de santé naturelle sont sous la régie des lois et drogues, mais il y a une exception. Elles ne sont pas thérapeutiques, donc non médicaments. Ça ne rentre pas dans la charte des médicaments. Alors qu'ils ont utilisé mon produit de santé naturelle pour dire c'est un médicament, alors qu'ils n'ont pas respecté le règlement du produit de santé naturelle de la loi fédérale. Fait que là, j'arrive au fédéral dire hey, le fédéral au Québec,
on ne respecte peut-être pas votre loi, là. Intervenez. C'est ce que je demande. C'est ce que je crois. Oui. Ça va être un dossier à suivre. Un gros dossier à suivre. On va avoir des nouvelles incessamment, j'imagine. Normalement, je m'attendais à avoir des nouvelles au bout de 3 mois, 4 mois. Normalement, lorsque c'est un non catégorique, selon les statistiques, c'est 3 mois. OK. J'ai passé 3 mois. Okay. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas refusé, mais ça veut dire que peut-être on est en train d'évaluer le dossier qui est chaud, oui. Ça c'est sûr, parce que ça n'a jamais été présenté en Cour suprême. Clairement. Mais on est encore loin de la coupe aux lèvres. Tout à fait. Geneviève, oui. Tu as pratiqué 15 ans comme psychologue avant d'être rappelée à l'ordre. Oui, oui. Par l'ordre. C'est beau, 15 ans, blanc comme neige. Bien, plus de 15 ans, oui, c'est vrai. Un track record, pardonne-moi l'anglicisme, qui est assez... Très, très bien. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait basculer ton dossier devant le conseil de discipline? Bien, c'est le fait de s'être exposé sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ah oui. Hein? Oui, mais ça a donné beaucoup de visibilité à, je veux dire... Parce qu'il y a vraiment une communauté élargie qui te suit énormément. Oui, une grande communauté. Mais en fait, c'est vraiment le fait d'innover dans une profession, parce que ces données existent, là, la neuroalimentation, donc je parle régulièrement, ça existe dans la littérature. Il y a même des formations qui sont offertes par l'Ordre des psychologues sur le sujet et accréditées. Wow. Okay, que j'ai suivi donc en 2017, entre autres, une des formations. Moi, j'ai été accusée en 2020. Donc déjà 3 ans avant les accusations, j'avais déjà suivi des formations sur le microbiote dans mon ordre, accrédité par mon ordre professionnel, au sein du catalogue de formation continue. Wow! Oui. Mais c'est ça, je voyais, tu n'en es pas à ta première plainte. Tu as eu 9 plaintes qui ont été déposées à ton encontre depuis 2023. Oui. Plusieurs par d'autres professionnels de la santé. Surtout. Surtout. Oui. Comment t'expliques que ce soit tes pairs plutôt que tes patients qui aient porté plainte? Mes patients vont très bien. C'est pour ça. Okay. Non, en fait, je pense que c'est... Bon, redonnons à César, on est formé, les professionnels de la santé, vraiment avec l'utilisation de protocoles, premièrement. Donc, ça crée que quand tu passes 7, 8, 9, 10 ans sur les bancs d'études à l'université, puis tu apprends des protocoles, puis une façon de fonctionner, c'est comme la vérité. Hein? Alors, quand tu croises un professionnel sur... C'est la Bible. Hein? C'est bien dit. Donc, quand tu croises un professionnel sur ton chemin qui fait un peu de l'innovation. Là, je vais juste donner l'exemple que dans mes premières années de recherche, je travaillais dans un laboratoire de cyberpsychologie entre 2002 et 2005. Okay. On développait des environnements virtuels, donc le labo de recherche, pour traiter les troubles mentaux. Donc, on disait, dans 20 ans, on va développer un environnement virtuel, vous allez vous mettre un casque sur la tête pour traiter le trouble panique avec agoraphobie, immergé dans un environnement virtuel. Puis on se faisait dire, ça n'arrivera jamais. Hein, mais voyons 20 ans plus tard où nous en sommes. Clairement. Hein, on fait de la thérapie virtuelle. OK. Donc, quand on est innovant en santé, on fit moins dans les protocoles, disons, standards. C'est ça. Donc, il y a cet aspect-là que je comprends aussi mes confrères, consoeurs, collègues. Tu sais, quand tu amènes des nouvelles stratégies, bien, c'est pas partagé. Premièrement, tout le monde n'est pas formé de cette façon-là. Ça ne fait pas partie des cursus universitaires. Donc, ça fait réagir. C'est juste tout simplement ça. Fait que ça, c'est d'une part. Et la personne qui a porté plainte contre moi, c'était ma copine psychologue, ma partenaire d'affaires. Okay. Es-tu encore ta copine aujourd'hui? Non. Non. Alors, c'était vraiment dans le dossier. En fait, la plainte a lieu dans un dossier de confrères, consoeurs. C'est-à-dire que je travaillais dans un dossier, puis elle a pris le dossier en relais. Et puis, elle a porté plainte sur un aspect qui n'avait pas du tout rapport avec les accusations. Donc, l'Ordre des psychologues a investigué. Ils n'ont pas retenu sa plainte et ils n'ont pas donné suite à sa plainte, mais ils ont vu dans mes notes évolutives que je travaillais la neuroalimentation. C'est comme ça que ça s'est déclenché. OK. C'est ça. OK. Et par la suite, avec l'exposition sur les réseaux, bien, ça donne beaucoup de visibilité. Clairement. Encore plus que dans son cabinet. Est-ce que dans ton cas, tu t'attendais à autant de visibilité quand tu as commencé à utiliser les médias sociaux? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. En fait, je venais de m'expatrier au Mexique avec ma famille. C'était dans le temps de la période COVID. Ouais. Donc, on a fait un gros changement dans notre famille, déraciner les enfants du Québec pour déménager au Mexique. Il y avait beaucoup de mouvements dans mes sphères personnelles. Et je me questionnais avec ce qui s'était passé. Est-ce que j'allais continuer à travailler de la même façon comme professionnel de la santé? Hein? Parce qu'on a vu de toutes les couleurs dans la société, mais aussi les professionnels de la santé, ça a brassé beaucoup pendant la COVID. Et de cette réflexion est née l'idée de lancer Ton Gut te parle, que j'ai fondé sur les réseaux.
en 2022. Ça existait déjà dans mon cabinet, c'est-à-dire que je n'ai pas appris la neuroalimentation la veille. Ça faisait déjà des années que je me formais, je faisais de la formation continue. Je me suis formée beaucoup à l'extérieur du Canada, donc c'était pas un mouvement nouveau. Là. Les patients qui me consultaient en cabinet savaient, c'était beaucoup de bouche à oreille. Mais là, en s'exposant sur les réseaux, ça donne aussi de la visibilité aux nutritionnistes du Québec, aux médecins, aux autres professionnels de la santé. Ouais. On te reproche des propos immodérés sur les réseaux sociaux en lien avec ton statut professionnel. Oui. Est-ce que la ligne entre opinion personnelle et conseil professionnel est claire selon toi quand on est encore identifié comme psychologue en ligne? On ne peut pas vraiment départager les deux, mais j'ai demandé au syndic de me donner un exemple d'un propos immodéré sur les réseaux. Puis la réponse a été « Réécoutez-vous, docteur Labonté, et utilisez votre jugement ». OK, c'est pas... Donc, bref, il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est-à-dire, bien, si vous me dites au début, là, en enquête, si vous me dites que mes propos sont immodérés, donc donnez-moi des comportements, des conduites, des éléments en disant, voici, vous ne pouvez pas dire ça comme psychologue, voici cette conduite, ce comportement. Ne dites pas ça sur les réseaux, ou ajustez votre pratique sur les réseaux, mais c'est pas ça qui s'est produit, là. Ça a été comme, trouve par toi-même ce qui est immodéré. Depuis, tu n'es plus membre de l'Ordre. Non. Est-ce que quitter l'Ordre t'a donné plus de liberté ou t'as simplement changé de cadre légal? Bien, moi, je n'habite plus au Québec. Donc, pour cette raison, oui, ça m'a donné plus de liberté, parce que je ne suis plus, je ne pratique plus, je ne fais plus partie d'un ordre, mais en plus, je ne suis plus ici. Je suis à l'extérieur, donc je ne suis pas régie par les mêmes... Les mêmes lois. Les mêmes règles de pratique, exactement. Ouais. Alors, en ce sens, oui. OK. L'arrêt Larivière, Annie, qui date de 1984, dit essentiellement qu'on ne peut pas traiter une personne qui se croit malade sans être médecin. 40 ans plus tard, est-ce que cette règle est encore adaptée à la réalité d'aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux et l'accès à l'information? Bien, comme je disais, c'est un arrêt qui provoque un peu un monopole professionnel. Parce que si la personne se croit malade, puis que seul un médecin peut aider cette personne-là, bien, il y a juste un médecin qui peut aider. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre profession? Non, en fait, c'est dans la loi, c'est selon ton ordre professionnel qui rentre dans le cadre de la loi médicale, parce que ça aussi, dans chaque ordre, il y a des droits accordés en fonction de la loi médicale. Mais si tu n'es pas partie d'une ordre professionnelle, le cadre est nul. Donc, la seule porte qui me reste, comme naturopathe, si je lis la jurisprudence, là, puis je vais la lire pour les gens, là. Soigner ou prétendre soigner une personne qui se croit ou se prétend atteinte d'un problème de santé sans être médecin constitue un exercice illégal de la médecine. Là, je ne sais pas si les gens ont compris, là. Et c'est ça que j'essaie de défendre, ce qui m'est arrivé, et j'essaie de pas faire peur aux autres thérapeutes, mais on doit savoir sous quel règlement, quelle juridiction on fait partie au Québec, là. Personne ne me l'a dit, moi, ça, là. Puis je l'ai vraiment, excuse-moi mon anglicisme, je l'ai catché après 6 ans de cours avec le résultat de la cour d'appel. C'est comme si, OK, ils s'entêtent, ils veulent vraiment nier tout ce que j'ai présenté en cour d'appel. Ils maintiennent que la jurisprudence de 84, ça fait combien d'années, là? On est en 2026. Elle est encore 42 ans. En vigueur, alors qu'il y a des naturopathes partout, il y a des avrils, il y a des praticiens de médecine holistique vraiment en quantité. Et on maintient une règle stricte. Et on ne réalise pas, nous, les thérapeutes, je pense, moi, je le réalise, crois-moi, je le réalise, mais les thérapeutes, même pas, parce que je leur dis qu'ils n'ont pas le droit d'aider quelqu'un qui se prétend malade. Et qui va aller voir un naturopathe qui n'a pas de symptômes, dans le fond. Mais c'est absurde. Mais les gens ont dû voir un peu, si vous allez sur Vitacru, les réseaux sociaux, sur mon YouTube, ils vont voir que quand on est face à une adversité, puis oui, mettre la clé dans la porte, c'est facile. En fait, c'est facile, ça peut être plus facile.
quand tu connais la limitation qui est octroyée, mais en même temps, moi qui est croyante, puis je me dis, OK, mais Dieu, c'est quoi ta volonté? C'est quoi que tu attends de moi? Pas que tu me fais perdre, mais tu me fais continuer. Hein? C'est une course, il faut que je persévère. Ça, je l'ai compris, c'est pour ça que j'ai déposé d'ailleurs en Cour suprême. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. C'est correct, parce que sinon, tu aurais probablement des regrets de ne pas y avoir ça, c'est sûr, j'aurais eu des regrets de ne pas au moins essayer la Cour fédérale, alors que j'ai des points tellement intéressants. Mais en même temps, il faut essayer de continuer à vivre. Puis je veux continuer à aider les gens. Mais si les gens ne peuvent pas arriver, parce que moi, j'ai toujours peur maintenant de me faire piéger, là. Il peut se présenter n'importe quand une personne sous un faux nom qui va jouer le jeu, puis elle, tout ce qu'elle va dire, c'est qu'elle a un problème, elle a juste hâte de te dire comment tu vas le solutionner. C'est fini. C'est fini, tu vas être coupable. Puis essaye pas de te défendre en cours, c'est impossible. Clairement, c'est sûr. Je disais, beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre partager son parcours personnel puis prodiguer un conseil individuel. Peux-tu nous l'expliquer dans tes propres mots, ça veut dire quoi? C'est une excellente question. C'est une bonne question? Oui. Mais le parcours personnel, c'est ce qu'on vit comme individu à travers des expériences. C'est expérientiel. Oui. Puis un conseil, ça peut s'appliquer à qui se tellement retrouve. Mais oui, qui se retrouve dans cette situation. Est-ce que les autres professionnels, selon toi, protègent vraiment le public ou est-ce qu'ils protègent davantage un territoire, un monopole ou une pratique? C'est un terrain miné. Hein? J'ai dit c'est un terrain très miné. Parce que, est-ce que les deux, il y a un ordre des naturopathes aussi, j'imagine? Il n'y a pas d'ordre, c'est des associations, parce que les naturopathes ne sont pas reconnus par une ordre professionnelle, mais il y a des associations, effectivement. Alors que toi, dans ton ordre, il y a vraiment des lois ou une genre de législation? Comme les médecins, les psychologues, on a des activités réservées, des actes réservés, un code de déontologie. Donc, on peut diagnostiquer, traiter, évaluer les troubles mentaux. C'est ça, nos activités réservées. Donc, je ne vis pas ce qu'Annie vit, c'est-à-dire que je peux pas... Les psychologues, on n'a pas peur de se faire piéger, d'avoir diagnostiqué ou traité ou soigné, parce qu'on peut faire ça en santé mentale. Hein? Fait qu'on n'a pas les mêmes enjeux sur ce plan-là. Par contre, évidemment que les ordres professionnels devraient protéger le public, c'est-à-dire s'assurer de la qualité des interventions, s'assurer que les professionnels de la santé respectent leur code de déontologie. Ici, ce que j'observe, c'est que je pense que les ordres professionnels, c'est ma perception, bien sûr, là, mais ils se donnent un rôle, ils débordent un peu du rôle là, actuellement. Là. Ils débordent du rôle. Surtout quand il n'y a pas eu préjudice, comme dans le cas de mon dossier, il n'y a rien, là. Rien arrivé. C'est une feuille de route exemplaire. En plus. Ben oui. Donc, pas d'avertissement, 15 ans de pratique, blanche comme neige. Oui, en effet, dans mes notes évolutives, c'est bien documenté que j'ai parlé de neuroalimentation. Je n'ai jamais nié ça. Je peux démontrer les formations continues que j'ai prises. On doit, les psychologues, on a des doctorats, utiliser de la littérature à jour, avoir un esprit critique. Et il n'y a pas de préjudice sur le client. Donc, dans ce cas-là, ça protège qui, dans le fond, cette intervention? Clairement. Dans ton cas, il y a une partie du reproche qui touche des liens que tu établissais entre la santé intestinale et la santé mentale. Oui. Sur quoi tu te bases pour appuyer ces liens et comment tu réponds à ceux qui disent que la science n'est pas encore tranchée là-dessus? S'ils n'ont pas ouvert PubMed puis n'ont pas fait une petite recherche assez rapide, là, parce que la science est très tranchée là-dessus. Là, vous pouvez... Aujourd'hui, on a une librairie publique qui s'appelle PubMed. Dans le temps, là, quand on faisait de la recherche, on devait aller à la bibliothèque, puis faire photocopier les journaux scientifiques, puis ensuite aller lire ça. Aujourd'hui, on a de la chance. La plupart des articles sont en ligne, les journaux scientifiques. Il y a des millions d'articles scientifiques en ligne. Alors, on peut simplement faire une recherche, là, mais très peu exhaustive, là. Microbiote santé mentale, microbiote émotion, microbiote autisme, microbiote dépression. Il y a des millions d'articles scientifiques. OK? Sur tous les thèmes même. Chaque trouble de santé mentale maintenant a ses catégories dans les journaux scientifiques en lien avec le microbiote intestinal. C'est quelque chose qui a été trouvé au fil des années. C'est-à-dire que la recherche est en cours depuis de nombreuses années. Donc, quand il y a autant de journaux scientifiques qui en parlent dans différentes psychopathologies, on ne peut pas nier que... Clairement. Puis, si tu me permets, j'aimerais rajouter un point même à ça, parce que la naturopathie... parle de ça depuis 2000 ans. Bien, exactement. Donc, le microbiote, moi, ma pratique, ça fait 25 ans que je pratique.
basée sur la santé digestive et l'importance d'avoir un microbiote en santé. Ouais. Donc, puis en naturopathie, la littérature clinique existe. Ça fait des années. Même en médecine chinoise, on s'appuie là-dessus depuis des milliers d'années. C'est pas nouveau, là. Non. C'est pas nouveau du tout. Puis d'ailleurs, il en parle dans la presse aujourd'hui. La semaine dernière, il y avait un article dans la presse. L'Université Laval a sorti son premier cours universitaire officiel aux professionnels de la santé sur la santé du microbiote en 2025. Donc, si ça arrive sur la place publique en 2025, ça veut dire que ça fait 20 ans que la recherche s'opère en arrière. Donc, ça complique que le bouton en 4 trous. Bien non, là, la recherche est déjà là quand ça arrive dans nos universités. Ça fait un bout de temps là, que ça se trame. Clairement. À l'inverse, mesdames, est-ce qu'il y a des limites que vous, personnellement, refusez de franchir, même si la loi vous le permettrait? Moi, je vais aller... souvent, les gens me demandent, Annie, y a-tu des tests de salive, des tests de sang ou tout ça? Ça, c'est une ligne que je ne franchis pas. Ouais. Je connais ma limite. Ouais. Puis je voudrais que le Collège des médecins observe qu'on veut être juste, puis à chacun son expertise. Le diagnostic, parfait, est réservé aux autres professionnels, aux médecins. Je n'ai pas besoin de diagnostiquer. En naturopathie, on n'a pas besoin de ça. Oui, ça peut être utile, mais va chercher ton diagnostic avec les tests, puis après, moi, je vais te conseiller dans l'éducation de ton hygiène de vie. Fait que ça, c'est des choses que moi, je ne franchis pas. Je sais qu'en Ontario, les naturopathes, il y a un ordre professionnel. Mais l'ordre professionnel leur permet de faire, par exemple, des intraveineuses, de la vitamine C. Fait que ça va plus loin. Là, on s'en va dans le médical quand même. C'est pas avec des médicaments, mais c'est avec des vitamines, etc. Mais je pense qu'il y a une ligne qu'on peut séparer sans être membre d'une ordre professionnelle. On n'a pas besoin parce que moi, je suis sécuritaire. Je parle d'hygiène et de détoxification. Je ne franchis pas la ligne médicale. Est-ce que ce serait correct de dire que la naturopathie, par exemple, elle est beaucoup plus en lien avec une médecine alternative proactive qu'une médecine réactive qui serait plus Big Pharma par rapport à des... Moi, j'ai toujours dit que la médecine, c'est une médecine d'urgence qui a sa raison d'être. On a un accident, on a une hypertension non contrôlée. C'est pas préventif. Non, mais préventif. Exactement. Mais c'est exactement. C'est une médecine d'urgence. On agit, rappelle-toi, on traite le poisson. Alors que la naturopathie, on traite l'environnement dans lequel le poisson vit. Oui, je comprends. Qui, elle, va être préventive. On parle beaucoup de lois, mais derrière un procès, il y a une vie, il y a une réputation, il y a une famille. Qu'est-ce que ça coûte humainement de se battre pendant des années? Vous avez pratiquement le même nombre d'années, on n'est pas loin de 6 ans dans les deux cas, contre un ordre professionnel ou un collège. Ça vaut-tu vraiment la peine? On revient sur le prix à payer quand on décide de se tenir debout avec nos deux invités au retour de ce qui suit. On est aujourd'hui à la Place du Canada en ce 11 juillet 2026. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, notamment avec la loi qui empêche l'interdiction de prier dans les rues, il y a quelques temps de cela, on avait reçu Alix Charles à l'émission de Théovox Actualité et on lui avait posé la question, va-t-il y avoir la marche pour Jésus malgré l'interdiction de prier dans les rues avec cette nouvelle laïcité 2.0? Et Alix nous avait répondu, peu importe l'issue, il y aura une marche pour Jésus. Et comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez peut-être même l'entendre, il y a plusieurs centaines de personnes déjà réunies. Soyez témoins vous-même de milliers de personnes qui se rassemblent pour louer et adorer le nom de Jésus ici même sur l'île de Montréal. Est-ce qu'on est dans la désobéissance civile ou il y a une marche légale? On est dans la joie de dire que la conviction qu'on avait au départ, cette conviction-là, Dieu a permis que cette conviction-là soit honorée. On a eu des actions avec le réseau évangélique du Québec qui nous ont beaucoup soutenus et on a pu faire des pétitions auprès de la ville de Montréal et on a eu l'autorisation. On est légal ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un samedi ensoleillé, on se lève et on dit « Je pense qu'aujourd'hui, je vais aller marcher pour Jésus à Montréal ». Pour dire au monde que Dieu les aime, qu'ils peuvent avoir aussi cette expérience personnelle avec lui. C'est pour louer le Seigneur devant tout le monde. Témoigner, louer, adorer
Dieu, ça peut vraiment venir toucher les cœurs, ça peut venir changer des vies. C'est un des seuls moments qu'on a à Montréal où ce que toute Montréal peut se réunir ensemble, que les églises, on peut venir ensemble. Il y a encore des églises qui ne savent même pas qu'il y a une marche pour Jésus. Come on, guys! Ça serait vraiment cool que les pasteurs viennent ensemble, puis l'année prochaine, là, on soit comme 25 000. En fait, ce qui est fantastique, c'est un regroupement de plusieurs églises chrétiennes. Et on est unis pour Jésus. On veut montrer à cette ville qu'on aime cette ville, on aime les gens de cette ville, on est ensemble, on est là pour les servir. Tous les chrétiens du Québec doivent se lever dans une journée comme aujourd'hui pour honorer le nom de Jésus et montrer à la population que Jésus existe, que Dieu existe et qu'il fait la différence dans nos vies. Ça fait différent de toujours entendre ces réseaux sociaux, des marches pour le Hamas, des marches pour l'Israël. Ça, on en voit rarement, quand on les voit, mais je veux être dedans. Il faut se lever pour proclamer son nom parce qu'il est le roi des rois, puis il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. Plus qu'on normalise le nom de Jésus-Christ au Québec, plus que les gens vont être comme « Ah, peut-être que j'aimerais considérer Jésus-Christ aussi. » On veut déclarer qu'on aime Jésus et Jésus est le roi. Le parc est plein. Le monde est là. Les gens aiment Jésus ici à Montréal. J'avais besoin de voir de la famille. C'est bien beau de donner aux gens. Tu as besoin d'en recevoir aussi. Avec le projet de loi 9 qui a passé sur l'interdiction de prier dans les rues, est-ce que ça vous surprend de voir qu'on ait encore la permission cette année, légalement, de venir manifester pour Jésus à Montréal? Ça me surprend pas qu'ils essaient de pousser ça sur nous autres. C'est Dieu qui est au contrôle. Et puis je pense que nous autres, on a juste à se manifester avec notre présence. Puis Dieu va s'occuper du reste. Soyons là pour Jésus. Est-ce que tu es surpris de voir la réponse des gens aujourd'hui? Avec tout ce qui arrive présentement dans les nouvelles et quoi que ce soit, on voit et on savait qu'il allait avoir un impact différent cette année. Est-ce que tu penses que cette marche-là a le potentiel de faire une réelle différence dans la communauté? Absolument, parce que ça fait du bruit et que tout le monde peut entendre le nom de Jésus proclamé. Je vois vraiment cette faim-là que les gens ont pour Dieu. Dès qu'il s'agit de prêcher l'Évangile, de partager l'Évangile, même si la loi dirait qu'on ne peut pas le faire, il y a un prix à payer. Je ne demande pas aux autres de le faire comme moi, mais moi, j'étais prêt à payer le prix. À un moment donné, il faut revenir à Jésus-Christ. Jésus, c'est pas la religion, c'est la relation. Portez le flambeau fièrement. Allez-y, différez de toi, tu perds la face. C'est pas grave, Jésus a été le premier à être humilié. Il a dit, Simon haï, ils vont vous haïr. S'ils vont persécuter, ils vont vous persécuter. Nous ne sommes pas l'église X, Y, Z, mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. Geneviève, je vais poursuivre avec toi. Une radiation, des frais d'expertise à payer, une publication, de la sanction. Comment on vit ça professionnellement, émotionnellement? Puis c'est quoi les conséquences sur notre réputation, la famille, puis tout ce qui vient avec? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a définitivement des effets. Donc, pour ma part, c'est surtout la diffamation sur la place publique parce qu'à tous les jours, il y a des professionnels qui sont sanctionnés. Tous les jours. On le sait, les professionnels, on reçoit les avis de sanctions, les punitions, le nombre de mois de radiation, pourquoi. Tout ça, on les voit passer. Ouais. Mais moi, ça allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire c'était dans les journaux, la radio, plusieurs fois. Donc, j'ai fait l'objet déjà de se faire radier, c'est publié, tes collègues professionnels, psychologues le savent, ils peuvent jaser un peu dans ton dos, puis dire « Ah, ben bon... » Ouais. Mais là, c'est allé sur la place publique. Ouais. Donc, il voulait faire un exemple, je pense, de mon cas, là, pour faire peur aux professionnels qui veulent innover, aller plus loin et tout ça. Et ça, la conséquence de ça, j'étais contente que ma famille, que mes enfants soient au Mexique. Ouais. Parce que quand c'est ton père, les grands-parents qui t'appellent en disant « T'es dans le journal ce matin, Geneviève, tu fais la une », les gens de ta famille voient ça, les gens, les collègues professionnels, les enfants. Ça a un impact, là, évidemment, émotionnellement. Tu te dis, bien, pourquoi le psychologue qui a été radié, lui, 6 mois de temps pour caractère sexuel le mois dernier, il n'a pas fait la une du Journal de Montréal? Donc, comment ils choisissent et pourquoi ils mettent de l'avant certains professionnels ou non? Ça fait beaucoup réfléchir. C'est de l'injustice aussi. Oui, clairement. Mais on s'aperçoit comme professionnel que, bon, c'est que ça doit déranger. Quand ça dérange, les autres ordres ou les autres ordres professionnels, on fait la une des journaux. As-tu senti un regard de plusieurs de ta communauté te regarder de travers après ça? C'est surtout les professionnels qui réagissent à ça. Pour les professionnels de la santé, j'ai déjà été là aussi dans ma perception. Si tu es coupable, c'est que donc tu as fait quelque chose. Ouais. On est formaté comme elle a dû faire quelque chose, cette personne, pour être punie. Et non pas elle est non coupable jusqu'à la preuve du contraire. Exactement. Oui. Donc, il y a comme une mentalité où si ton ordre professionnel t'enquête, c'est que tu n'es pas correct, c'est toi qui es fautif ou dans le tort. Il y a évidemment, les professionnels de la santé qui ont été sous enquête, sous processus d'enquête comme moi,
et qui ont été sanctionnés. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit en me disant « J'ai vécu ça dans le silence, j'ai trouvé ça difficile ». J'ai reçu aussi beaucoup d'empathie, de sympathie puis de support de d'autres professionnels qui avaient vécu ça en silence. Donc, ils me disaient, en plus de vivre, il y a un aspect financier, tu perds quelques nuits de sommeil là-dessus. Puis, tu n'es pas obligé de me répondre, Geneviève, mais ça représente combien financièrement quand tu décides de te lever contre Goliath et d'aller à la guerre? Bien, je suis à 40 000 actuellement, puis je me suis représentée quasi seule. C'est-à-dire j'ai eu des conseils légaux à certains moments, des avocats, mais pas un processus entièrement sous représentation. Puis on est à peu près 40 000 en ce moment de frais. Donc, il y a une réalité aussi que moi, je n'étais plus dans mon ordre professionnel à ce moment-là. Donc, de dire, bon, bien, j'ai du 50 000 là, qui fait rien, là, que je vais utiliser pour me défendre. Tu sais, c'est pas tous les professionnels qui veulent, qui ont des assurances, parce qu'il y a des professions qui ont des assurances pour se défendre en médecine, entre autres. Les psychologues, on n'en a pas tous. Et fait qu'il y a l'aspect financier, mais en plus de ça, parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai des collègues professionnels qui ont fait des levées de fonds. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide, des gens avec de la compassion qui ont dit tu te bats contre un géant, justement. Ouais. Fait que j'ai été très chanceuse dans ce processus-là, mais la diffamation sur la place publique, c'est vraiment ça le pire. Puis j'imagine que c'est là-dedans qu'on découvre vraiment c'est qui nos vrais amis. C'est qui nos amis, comme il y a des psychologues avec qui je travaillais depuis 15 ans, 20 ans, qui ne veulent plus me parler, puis ils ont peur de s'associer à moi. C'est vrai, hein? Wow. Comme la méchante fille là, qui, tu sais, ouais, fait que ça crée ça. Ça crée vraiment une dissociation, comme dans une cour d'école, là. Oui. Ouais. Annie, 6 ans de procédure, 4 niveaux de tribunaux pour toi. Qu'est-ce que ce combat a exigé de toi personnellement, financièrement, dans ta vie de couple, ton entourage, ta famille, ta communauté, l'Association des naturopathes du Québec ou financièrement aussi? Ça représente... Le prix est lourd à payer. J'écoutais Geneviève, très similaire. Je te dirais qu'il y a eu différentes étapes. Là, 6 ans plus tard, je suis un peu ailleurs et beaucoup plus détachée. Je te dirais, quand ça commence au début, tu as la honte. Premièrement, tu es accusé. Oui. Tu as une contravention par le Collège des médecins, pratique illégale. Écoute, moi aussi, j'ai fait la une, Journal de Montréal. Je me rappelle plus, là, une naturopathe qui se dit professionnelle, qui guérit le cancer. En tout cas, my God, j'avais l'air la pire des charlatans. C'est super distorsionné, en plus. C'est pris hors contexte aussi, souvent. Oui, on veut faire vendre des journaux, on met le titre en conséquence. Mais tu commences au début, là. Moi, je connais rien de ce qui se passe. Ça sort des journaux. Là, la première réaction aux réseaux sociaux, boy, là, je me fais lapider. Oui, puis vraiment lapider, mais vraiment lapider. Puis je me rappelle, ce matin-là, je ne savais même pas que ça sortait dans le journal. Ouais. J'ai donné mon ordi à Stéphane, j'ai dit, à l'aide, bloque-moi mes messengers, fais quelque chose parce que mon cœur va flancher. C'est dur sur, j'aime pas dire sur l'ego, mais il y a quand même une partie de l'ego ici, c'est dur sur ta personne, alors que tu sais très bien que tu es bienveillante, puis que ton rôle est d'aider les gens. Ouais. J'ai même câliné la personne qui est venue dans mon bureau. Écoute, c'est fou, c'est comme une trahison injustifiée, je te dirais. Fait que ça, si je te dirais, c'est la première étape. Ensuite, oui, la période famille. Moi, je suis au Québec. Les gens voient ça. Puis encore aujourd'hui, j'invite les gens, ne me dérange pas, je suis détachée. Fait Annie Junot, c'est encore en première page Google, la une, Journal à Montréal. Oui, je vous ai googlé hier. Oui, c'est ça. tu nous confirmes que c'est encore à la une. Ça va rester, ça va rester là, ça ne bougera pas. Et ma première inquiétude, c'était aussi mon fils. Qu'est-ce que ses amis vont dire? Écoute, c'est dur, tu es une mère, puis tu veux les protéger. Mais bon, il faut croire que mon fils a été fort là-dedans. Lui a voulu me protéger, puis il dit « Maman, ils n'ont rien compris, puis je m'en fous. » Puis il a été extraordinaire. J'ai eu beaucoup de support de ma famille, ça c'est sûr. Après, tu as l'étape où, au lieu de te cacher, tu es paralysé. Là, il y a une injustice et je ne peux pas plaider coupable. Je ne suis pas coupable. C'est ça que je m'avais posé. Oui. C'était ma sous-question. Oui. Est-ce que c'est le sentiment d'injustice qui fait qu'on veut se battre contre ces ordres-là? La première étape, c'est que tu regardes sur quoi on m'accuse. Mais là, il faut que je retourne dans la loi. Je ne la connaissais même pas. Tu sais, OK, l'article 31, c'est quoi ça? Ouais. Fait que tu t'en vas sur le banc d'école, puis là, tu commences à étudier. Puis quand je la lisais,
mon interprétation me disait, bien, je suis correct. Ouais. Pourquoi ça, je comprends pas le système, ça marche pas. C'est là que j'ai compris que c'est les jurisprudences qui mènent en cour de justice, même si ton interprétation est juste. Est juste. Fait que là, j'ai voulu le premier débat, première instance, Cour du Québec. Bon, on a perdu. Je dis, OK, là, on n'a pas compris la game. Mais permets-moi juste de faire une pause, parce que je pense que tu voulais rajouter quelque chose par rapport avant qu'on en aille trop loin, puis que tu oublies peut-être ton idée que tu voulais. Je pense que c'est important avec que le sentiment d'injustice. Oui, le sentiment d'injustice, que les gens comprennent que quand tu décides, tu fais face à 2 choix. Tu fais face au choix, j'accepte d'être coupable, et voici, je suis coupable, voici mes sanctions. Ouais. Ou je n'accepte pas d'être coupable et je dois donc enclencher un procès. Puis c'est une grosse étape, là, parce que procès égale du temps, de l'énergie, des avocats, de l'incertitude, des sous. Donc, il n'y a pas de nuance, là. C'est pas comme, je vais faire un entre les deux. C'est pas simple. Est-ce que c'est sanction versus revendication? Si tu acceptes les sanctions, tu es coupable. Souvent, les amendes sont moindres, tu arrives à négocier, tu passes pas, tu fais pas la une du Journal de Montréal, mais tu as plaidé coupable quand tu te sens pas coupable. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont choisir cette avenue parce qu'ils veulent pas faire l'autre chemin qui est long et pénible. Ah oui. C'est quasiment un chemin de Compostelle. Oui, puis quand moins agréable. Oui, puis quand tu décides ça, bon, toi, tu es devant ton ordre disciplinaire. Là, moi, je dois faire face aux cours. Il n'y en a pas juste une. Ben non. Il y en a une, après tu portes appel, tu en as une autre. Tu prépares. Puis là, il y a des avocats là-dedans qui, eux, facturent des prix de fou. Ouais. Moi, je suis au-delà, tu veux savoir les coûts, au-delà de 150 000 $. Mais tout comme Geneviève, j'ai eu beaucoup de grâce, beaucoup d'encouragement. Ouais. Le public est derrière nous. Parce que j'ai moi, j'ai jamais eu de plainte non plus. Ma clientèle se porte bien. Peut-être même mieux. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti considéré comme, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais souvent les gens dans notre société aujourd'hui cherchent des héros ou des héroïnes. Est-ce que vous êtes senti jusqu'à un certain point, peut-être un peu comme ça, transporté par cette vague-là? Parce que souvent, surtout au Québec, on aime on va encourager celui qui va aller se battre, on va être en arrière de celui qui va aller se battre, on va donner des high-five. Tant que ça ne me concerne pas moi, tant que ça ne me touche pas, on est en arrière de toi. Jusqu'à temps que tu perdes. Une fois que tu as perdu, tu es... Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, très honnêtement. Donc, c'est la première plainte disciplinaire pour moi. J'ai pas vu de mes collègues psychologues non plus passer à travers ça. J'avais pas une idée claire, là. Je le referais pas. Peut-être ton cas est vraiment jurisprudence pour tout le reste de la profession. Exactement. Moi, c'est ça. C'est l'idée que si une psychologue avec un doctorat qui a le droit de parler de sommeil, d'alimentation, d'hygiène de vie, d'émotion, on peut parler de plein de choses. On est psy. Les clients arrivent. Puis que je ne me bats pas pour qu'on puisse parler de quelque chose d'aussi fondamental que s'alimenter. Je veux dire, où est-ce qu'on s'en va? Puis on le sait, Annie, tu en as parlé aussi des études scientifiques, puis Geneviève aussi. Il y a quelque chose avec justement la maladie mentale, puis de bien quelqu'un qui mange de la malbouffe à tous les jours, forcément, il ne sera pas équilibré dans son... Mais tu sais, tu parles de la maladie mentale, mais on va aller plus loin et tu le sais. La santé intestinale touche tous les paramètres de la santé. Ouais. Donc, la santé passe par le système digestif. C'est assez pété quand tu penses à ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où chacune de vous a juste voulu abandonner? Puis qu'est-ce qui vous a fait continuer? Moi, je vais commencer avec ces 2 questions-là. Toi, Annie, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Puis est-ce que tu as vécu, je lâche, je suis plus capable, je suis à bout? Je te dirais qu'à chaque fois, on dirait que je réalisais pas dans quoi je m'embarquais, honnêtement. Avec du recul. De la dépression à un moment donné? Bien, écoute, le choc du système nerveux, écoute, je suis naturopathe. Fait que j'ai dû, moi aussi, utiliser mes connaissances pour mon bien-être, puis m'aider à passer à travers des adaptogènes, puis le stress chronique, tout ce qui vient avec ce bagage-là, la peur aussi, puis de continuer à travailler. Ouais. Parce que là, j'ai mon souci de travail, qui est ma passion, on risque de me l'enlever, ce droit-là. Il y a tellement d'enjeux, Jean-François, c'est très complexe. Un chiffre d'affaires qui peut diminuer. Toi et ton conjoint, vous êtes dans la même entreprise en plus. Je te dirais que je l'ai vécu. Puis surtout, je te dirais, depuis septembre, les gens, je pense, ont cru que quand j'ai perdu en cour d'appel, Annie est morte. Ah, ouais. Puis évidemment, après, moi, j'ai eu une période de silence
pas de vidéo, pas rien. J'étais en questionnement. Là, ça vaut-tu la peine que je mette ma santé dans le tordeur? Pour ça, je le fais pourquoi? Pourquoi je le fais? C'est là que Dieu vient dans l'équation. Parce que au-delà, tu ne fais pas ça pour ta gloire. Même si, tu sais, y a une partie où on devient des héroïnes. Oui, il y a les gens qui me voient comme des héroïnes, je te mentirais pas, mais je le prends pas. Je n'en veux pas de ça. Moi, je le fais avant tout pour une vérité. Il y a un mensonge qui est là actuellement, qui n'est pas pour le bien de l'humain. Ça marche juste pas. Et si je peux défendre ce droit-là, parce que j'ai les capacités, Dieu m'a donné carrément ces capacités-là. Financièrement, j'ai de l'aide de mon public. Donc, j'ai des cordes. Stéphane a des talents incroyables. Sans lui, j'aurais jamais été capable de passer à travers ça. Donc, je pense que Dieu va nous outiller à passer à travers. Qu'on y croit ou pas, il est là. Moi, dans mon cas, moi, je lui donne beaucoup, je lui redonne sa gloire parce que si je suis là aujourd'hui, forte et sereine, aujourd'hui, je suis plus détachée du regard de l'autre, de mes confrères, de ce qui se passe. J'essaie de me réinventer, de continuer. Et oui, le désir de plaider la justice, le droit d'être en santé, le droit de choisir comment on va être soigné. Oui. Mais moi, je salue, puis j'entends ta réponse aussi, Geneviève, mais je salue le courage qui vous a alimenté pendant ça, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, forcé d'admettre qu'il n'y a pas beaucoup de modèles. Que ce soit des modèles hommes ou des modèles femmes. Quand un jeune me dit que son modèle, c'est une chanteuse pop, on repassera comme modèle. Pour moi, un modèle de femmes puis d'hommes qu'on devrait avoir, c'est des personnes qui ont du caractère, qui sont pas prêtes à s'aplaventrer devant le moindre défi, la moindre épreuve, le moindre désert qui se présente dans nos vies, puis qui vont se battre à cause des convictions qui nous habitent. T'sais. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire. Toi, maintenant, Geneviève, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu le goût d'abandonner? Puis qu'est-ce qui t'a donné la force puis le goût de continuer? Oui, il y a plusieurs moments où j'ai le goût d'abandonner. Faire face au tribunal aussi, c'est même au comité de discipline, aux enquêtes du syndic, tu es comme coupable déjà. Hein? C'est un processus qui est désagréable. On n'est pas habitué de se faire enquêter. Quand tu es un professionnel de la santé, tu fais, je vais dire que c'est le petit modèle parfait. Là. On est gentil, on est fin. On se fait varloper pas mal dans ce processus-là. As-tu vécu des remises en question par rapport à ça? Beaucoup de remises en question. La plupart des professionnels veulent bien faire, hein, puis ils sont apeurés des processus disciplinaires. Donc, c'est très confrontant. Et oui, il y a des moments de découragement. Je n'ai pas la langue dans ma poche, puis je me suis toujours affirmée, mais même pour une personne qui, je vais dire, qui a une forte tête, là, il y a des moments... Oui. Mon conjoint est derrière moi beaucoup. Il faut passer... il faut franchir chacune des étapes une à la fois. Hein, mais des moments, tu te dis, bien, il n'y en a pas de justice, là. Hein, parce qu'il y a aussi toute la technicalité juridique, des affaires là, qui font que tu perds du temps, puis c'est pas vraiment de la justice. Tu perds des points très importants à cause de la technicalité juridique, qui n'est pas la justice. Il y en a qui, face à ce genre d'adversité, s'écrasent. Est-ce que vous avez senti que c'est temps de bomber le chest, puis où il y a eu des moments où tu étais plus dépressive? Dépressive, non. Des moments de frustration? Oui. De dire qu'il n'y a pas de justice. Donc, si moi, je n'arrive pas à me défendre, j'ai un doctorat, des ressources financières, un support émotionnel et social. Je pensais à tous les gens que j'ai accompagnés, disons, des victimes d'actes criminels dans mes 16 ans de pratique, 17 ans de pratique. Ils n'ont pas ce support-là, ils n'ont pas l'aspect financier, ils n'ont pas de relations sociales, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de conjoint. Comment ils font pour passer à travers un processus juridique comme ça? Moi, j'étais beaucoup dans cette pensée-là. Là. Dans cette psychologie-là. Dans cette psychologie-là, de dire, si moi, avec mes ressources, c'est difficile, imaginons monsieur, madame, tout le monde, là, qui essaie de se défendre dans notre système, ça ne fait pas de sens. Non, c'est sûr. Fait que moi, plus de la frustration que j'ai vécue, puis après, on reprend son aplomb, puis on recommence. Là. On continue, surtout. On a parlé de loi, on a parlé de tribunaux, on a parlé de médias. Je veux qu'on prenne un moment pour parler de vous plus personnellement. Qu'est-ce qui vous porte, au fond, à travers tout ça? Annie, on sait que toi, tu en as parlé, tu as une foi en Dieu qui occupe une place réellement importante dans ta vie.
concrètement, de quelle façon ta foi t'a-t-elle portée à travers ces 6 dernières années? Bien, en fait, ma foi m'a... C'est-tu là que tu as découvert Dieu plus personnellement? Oui, en fait, là, je suis rentrée en relation avec lui. OK. Moi, j'ai découvert Jésus en 2020, carrément en plein cœur du COVID, qui est venu, en fait, le même mois, j'ai découvert l'eschatologie, la Bible. Il y a eu une révélation qui s'est produite à travers moi et j'ai eu mes contraventions le même moment. Comme s'il fallait qu'il vienne dans mon cœur pour m'aider à passer à travers peut-être ce que j'allais vivre. Ouais. Parce que, honnêtement, sans Dieu, je ne crois pas que j'aurais réussi. OK. Parce que des moments de découragement, il y en a eu beaucoup. J'imagine. Des moments où c'est difficile, des moments où tu es découragé, des moments d'injustice. Tu fais quoi? Tu continues. Puis là, la facture qui rentre de l'avocat, tu capotes. Vraiment. Il y a beaucoup de stress là-dedans. Fait que la relation que j'ai eue avec lui, quand l'Esprit te parle, ça vient toujours avec une réponse qui apporte la paix. Toi, tu pourrais la nommer le verset, là. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois que je posais des questions concrètes, qu'est-ce que je fais? Soit que j'ouvrais la Bible à une phrase particulière, puis paf, j'avais la réponse. Et j'avais comme un calme qui s'installait. Fait qu'à chaque processus, cette relation-là me redonnait des ailes pour continuer. Parce qu'à un moment donné, si on tape dessus, tu vas t'écrouler, là, tu vas paralyser, tu vas t'écrouler. Je comprends les thérapeutes qui ont reçu des contraventions comme moi, et j'en ai eu beaucoup en passant. Là, j'ai eu beaucoup de gens suite à... qui ont témoigné, Annie, j'ai une contravention, je fais quoi? Bon, où j'ai reçu ça? Je les comprends de plaider coupable avec ce que j'ai vécu aujourd'hui. Peut-être avoir su ce que j'aurais engendré comme coup, comme stress, est-ce que je l'aurais fait? C'est une très bonne question, mais quand tu commences là-dedans, tu ne le sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis des fois, c'est mieux pas. Exact, parce que je l'aurais peut-être pas fait. Ouais. Fait que c'est une étape à la fois, un mot de Dieu à la fois. Évidemment, Stéphane a la foi également. Fait qu'on s'est beaucoup encouragés. On a gardé ce cœur-là à l'intérieur de notre travail. Et c'est ce qui nous a amenés, effectivement, à se rendre jusqu'à la dernière marche. Ouais. Geneviève, toi, qu'est-ce qui t'a porté à travers tout ce long processus-là? J'étais dans un processus d'immigration avec ma famille dans un autre pays. J'étais occupée. Vraiment. Ouais. Oui. J'avais beaucoup le souci. Est-ce que ça t'a donné du gaz, ta frustration de dire je quitte le Québec, je m'en vais. J'avais déjà pas mal de gaz avec la situation de la COVID. OK, ouais, c'est bon. Fait que ça, c'était. Oui, j'étais comme sur cette lancée, puis c'est arrivé un peu dans la même période. Mais on était en immigration avec les enfants. Je voulais que mes enfants s'adaptent, apprendre à parler l'espagnol, changer d'école, se refaire un cercle social, changer sa vie au complet. Clairement. Je suis en train de lancer une nouvelle plateforme, Ton gars te parle. Fermer ma profession, 17 ans de pratique avec des centaines de dossiers à fermer. Donc, j'étais comme occupée à préparer mon avenir. Ouais. Puis, je me disais, ça fait partie des prochains steps de mon avenir. Il faut que je passe à travers ce processus-là pour... La vie va m'amener, il y a quelque chose qui se prépare pour moi. Il y en a qui disent que la crise de la quarantaine... À la crise de la quarantaine, il y a plusieurs personnes qui se réorientent, changent de carrière. C'est exactement ça, là. 40 ans. Mais toi, c'est-tu parce que... Si on ne t'avait pas, je m'allais dire montrer la porte, indirectement, même si c'est pas tout à fait ça. Non, j'ai quitté avant. Oui, je comprends que tu as quitté avant. Mais si ce n'était pas arrivé, cet épisode-là, est-ce que tu serais encore aujourd'hui psychologue? Bien, c'est ça, l'élément que vous n'avez pas, c'est que dans le processus de la pandémie, nous, les psychologues et plusieurs professions, notre permis de pratique était comme... Les ordres professionnels nous disaient peut-être que vous serez obligés de vous faire vacciner pour conserver votre permis de pratique. Moi, ça a été ça, le premier déclic. De dire, au niveau éthique et déontologique, jamais on ne peut obliger quelqu'un à recevoir un traitement médical sans son consentement. Surtout pas pour avoir un permis de pratique. Donc, moi, le déclencheur dans ma tête, la réflexion a commencé à s'opérer là. J'ai dit, si mon permis de pratique de psychologue dépend d'un traitement médical, bien, ça va être quoi la prochaine chose, la prochaine étape? J'avais déjà ouvert mes réflexions à savoir, est-ce que je veux vraiment être, pour pouvoir nourrir ma famille, être dépendante de ce processus?
Les réflexions s'étaient enclenchées avant pour moi. Wow. Oui. Wow. Donc, c'est ça le début des réflexions pour moi. Oui. Ouais. Annie, est-ce que cette épreuve a changé ton rapport à ton travail, ta vocation d'aider les gens? Au contraire, elle s'est renforcée. Ah oui? Tu sais, tantôt, j'aurais pu ajouter, oui, ma foi m'a aidé à continuer, mais je te dirais la passion de mon travail. Ouais. Partager ce qu'on connaît, qui est tellement le cœur de la santé. J'ai trop de bagages que je peux pas mettre ça au rencard. Et c'est ça, ça me drive. De continuer à aider les gens comme je le fais, de continuer à les éduquer. Je le vois, mes clients, on a du retour de nos clients, combien on les aide, combien ils nous apprécient. Ça, c'est un conducteur incroyable. La passion d'aimer ce qu'on fait et de partager le fruit de nos recherches. Puis toi, Geneviève? Bien, il y a un volet qui est important aussi. J'adorais ma pratique de psychologue. Je n'ai pas cessé ma pratique non plus parce que je n'aimais plus faire de la psychothérapie, mais parce que je ne peux pas utiliser tous les outils que j'ai pour aider les gens. Ça, c'est important parce qu'on sait maintenant qu'il y a des outils alimentaires ou neuroalimentation pour aider les gens qui souffrent d'enjeux de santé mentale, mais on ne peut pas les utiliser. Fait que c'est l'enlignement avec mes valeurs, à savoir... si je suis dans ma profession, mais que je suis limitée dans ce que je peux utiliser, bien là, je sais que je pourrais aider plus. Avec un aspect aussi de pouvoir utiliser toutes ces connaissances. Fait que c'est quasiment ce que tu es en train de dire, si je comprends bien. La journée que la profession devient un frein à ce que je puisse aider les gens à aller à un autre niveau dans leur santé, j'ai plus besoin de profession, je vais continuer à le faire sans cette profession-là pour les aider. Je pense qu'il faut. Ouais. Hein? Pourquoi se limiter quand on les a, les connaissances? Absolument. Exact. Alors moi, ce que j'essayais de faire avec l'Ordre des psychologues, c'est de dire, voici, on n'est peut-être pas rendu là dans les normes de pratique, mais ça existe. Il y a même des formations. Quand est-ce que vous allez mettre ça dans vos cursus universitaires? Il faut que ça arrive. C'est pertinent, c'est important pour aider les gens. Et qu'il y avait comme une partie de ma mission qui était, je veux faire bouger notre ordre professionnel qui est archaïque. Hein? Et 6 ans plus tard, bien, ça allait-tu évoluer? Pas dans l'ordre, au sein de l'ordre, non. Mais au sein des universités, les cursus universitaires commencent à bouger. Donc, ils offrent des formations sur le microbiote à l'Université Laval, entre autres, depuis 2025. Donc, tu n'as pas fait ça pour rien? Bien, je ne l'ai pas fait pour rien, mais j'ai été sanctionnée en 2020. Le juge a dit que vous étiez d'avance, trop d'avance. OK. Hein? Il aurait fallu que, je ne sais pas, j'attende avant d'en parler. Oui. Mais c'est le coût à payer quand tu es visionnaire. C'est ça. Bien, comme je parlais des environnements virtuels, il y a 20 ans, on se faisait dire ça n'a pas de sens, ça n'arrivera jamais. Mais maintenant, on traite les troubles mentaux avec la cyberpsychologie. Oui, tu as raison. Alors, dans 20 ans, moi, je prédis, puis on en reparlera dans 20 ans, que ça va être dans les cursus universitaires, les psychologues vont être formés sur le microbiote, ils vont comprendre le lien entre l'intestin et le cerveau, l'axe bidirectionnel, comment la composition du microbiote influe sur les parties de la neuroinflammation, entre autres. Tout ça, ça va être enseigné à l'université. Je prédis ça dans 20 ans. Les changements, c'est long. Mais effectivement, c'est long. Alors, regarde juste le prix que ça a coûté à Copernic et Galiléo de dire que la Terre était ronde. Alors, en attendant que la loi change ou que la Cour suprême tranche, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions aujourd'hui pour les praticiens, pardonne-moi, hors ordre et pour le public qui cherche d'autres genres de réponses? On va parler de tout ça au retour de ce qui suit. Théovox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, Théovox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de Théovox, vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel. Que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de Théovox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir.
On revient avec le dernier segment de la soirée qui a pour titre se redéfinir solutions et pistes de réflexion, parce que je pense que c'est bien de parler de votre parcours. Il y a peut-être d'autres qui peuvent s'identifier jusqu'à un certain point à votre parcours, mais c'est le fun aussi d'amener des pistes de solutions. J'aime ça, moi, ramener toujours quelque chose avec le pratico-pratique. Vous dites toutes les deux qu'il reste beaucoup d'espace légal pour éduquer sans diagnostiquer. Concrètement, Annie, à quoi ça ressemble une pratique qui respecte, pardonne-moi, cette ligne directive-là? Bien, premièrement, il faut... Vitacru, on avait un tagline « Pensez autrement, vivez autrement ». Ça fait déjà 25 ans qu'on avait écrit ça. Wow. Donc, le principe d'être créatif. Et là où j'invite les gens, tu sais, tantôt on disait, OK, si la personne elle arrive avec son problème de santé, les gens, il faut qu'ils commencent à réfléchir. Ça, c'est une pratique... Avant que le problème arrive. Oui, non, mais je veux dire, arrêtons de penser comme ça. Parce que la naturopathie, je vais parler pour la naturopathie, à la base, c'est un éducateur de l'hygiène de vie avec certains outils concrets pour amener la personne dans la détoxification. Là. C'est ça le but de la naturopathie. Ouais. Donc, puis on le sait que quand on parle du système digestif, il y a un paquet de symptômes reliés, que ce soit psychologique, du système nerveux, hormonal, au niveau du foie, de la digestion, etc. Il y en a plein. Et alors que si on éduque les gens avec un enseignement qui revient souvent au même, on revient au tube digestif, on revient à la digestion, on revient à travailler sur le microbiote, il y en a des outils. Il faut que les gens se responsabilisent. Arrêtons de penser que j'ai un problème d'eczéma, mais je vais aller voir un naturopathe, elle va me proposer quelque chose pour régler au lieu de prendre une crème à la cortisone. C'est pas de même, ça marche. Il faut repartir à la base. Et on a toujours fait de l'éducation, mais c'est pour ça que dans Vitacru, Pensez autrement, vivez autrement, Think outside the box, on a créé les masterclass. Les masterclass, ça fait quand même longtemps que ça existe. Aux États-Unis, il y en a plein de masterclass. Le concept du masterclass, c'est que je n'ai pas besoin que la personne me dise son diagnostic. Et on a créé des mini-cours, tout comme une consultation. La personne, elle book le cours, le rendez-vous avec quel thérapeute, comme si c'était une consultation, c'est la même chose, en format individuel, que ce soit en bureau ou en Zoom. Mettons que moi, là, je vais donner un exemple concret. J'ai un problème de thyroïde. J'ai un diagnostic, je ne sais pas moi, d'hypothyroïdie. Puis je veux régler mon problème. Bon, bien, je vais regarder les masterclass au lieu d'aller prendre une consultation avec un naturopathe pour aborder la thyroïde. Mais là, il va falloir que je dise mon problème de santé. Puis la naturopathe, elle ne peut pas vraiment. C'est pas le collège des médecins. Si je me fais pas piéger, je peux dire ce que je veux. Tu sais, c'est comme si tu fais pas ton stop, puis il n'y a pas de policier, tu es correct. Mais dans les faits, on se met à risque. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai un problème de thyroïde, je regarde les masterclass. Ah, comment traiter ou guérir la thyroïde naturellement? Je vais booker ce masterclass-là. Bien, dans ce masterclass-là, je vais aborder, évidemment, le rôle du tube digestif sur la thyroïde et tous les liens que la thyroïde va jouer, que ce soit en hypo, en hyper, etc. Les trucs, en 1 heure et demie, je vais avoir abordé les mêmes choses que si la personne me consulte pour le problème de thyroïde. En y incluant les propriétés de certains aliments. Et les outils, les suppléments, tout est là. Et je pense que les gens ne comprennent pas encore le concept masterclass. Est-ce que c'est vierge au Québec, les masterclass? C'est très populaire aux États-Unis, mais est-ce que oui, mais les gens ne comprennent pas. Ils pensent encore, mais non, je veux arriver avec mon problème, je veux te dire mon problème. Alors que, ben c'est ça. Fait qu'il faut que j'entraîne un peu mon public. Là, j'ai commencé à en donner quand même plusieurs. Et je trouve ça tellement excitant de les faire. Puis je suis sûre, si j'avais une cliente qui a vécu le masterclass, elle dit « Oui, Annie, c'est vraiment trippant. J'ai tout appris. Tu as répondu à toutes mes questions. Puis j'ai même pas besoin de te dire ce que j'avais comme problème. » Fait qu'il faut... Bien, écrivez-nous si vous avez eu des bienfaits avec le masterclass d'Annie. On y enverra l'information. Bien, il faut... On veut travailler dans un cadre légal. Jusqu'à maintenant, la jurisprudence ne nous permet ou ne me permet pas, moi, au Québec, de ne pas avoir peur de me faire piéger. C'est ça que je veux dire. Oui, je peux recevoir quelqu'un, j'ai encore des gens que je reçois, ou par référence, je vais les accepter, mais quelqu'un que je ne connais pas, je ne peux pas prendre cette chance-là de me faire piéger à nouveau. Bien, un chat échaudé qu'un autre fan. Tout à fait.
Concrètement, toi, Geneviève, à quoi ressemble une pratique qui respecte la ligne, tu sais, qui a beaucoup d'espace pour éduquer sans diagnostiquer? Tu es là-dedans toi aussi, j'imagine? Oui. Es-tu dans les masterclass aussi? Oui, bien c'est du groupe. Moi, je fais surtout des ateliers de groupe. OK. Le concept, c'est que les gens ne peuvent pas te parler de leur diagnostic. Donc, c'est des masterclass dans un mot un peu, oui. En présentiel, genre? En virtuel. En virtuel aussi? J'habite au Mexique. Hein? Oui, c'est vrai. C'est ça. Maintenant, j'ai une plateforme où je vois des gens de partout dans le monde. Là. Je parle espagnol. T'en fais-tu ça au Mexique aussi? J'en fais. Tout part du Mexique, là. Oui. J'ai des cours. Je veux dire, au Mexique pour les Mexicains. Oui, je vois des Mexicains. Je vois moi, j'ai plus d'ordre. Hein? Je suis coach, dans le fond. Pardon, moi, je ne vais pas t'interrompre, mais pour ça, avec ton idée. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une forme d'éducation, des capsules d'éducation. On a toujours pu faire au Québec, dans un ordre professionnel, au sein d'un ordre professionnel, on peut faire de la psychoéducation. Et si on n'est pas dans un ordre professionnel, on peut aussi faire de la psychoéducation. Okay. Hein? Ça, c'est important de comprendre que si tu es travailleur social, tu ne peux pas diagnostiquer, évaluer ou traiter les troubles mentaux. Mais les travailleurs sociaux vont recevoir des clients toxicomanes ou avec différents diagnostics. Ils ne vont pas dire « Ah, tu souffres ». Tu comprends-tu? C'est qu'ils vont travailler avec des gens qui ont des enjeux dépressifs ou de l'anxiété. Ils sont travailleurs sociaux, ils n'ont pas le droit de diagnostiquer, traiter, évaluer, mais ils reçoivent quand même ces clientèles. Tu sais, je pense qu'ici, il faut faire la part des choses. Ça veut dire que s'il y a seulement les ordres professionnels qui ont des doctorats, là, pharmaciens, vétérinaires, médecins, psychologues, qui peuvent faire du diagnostic, qu'est-ce qui arrive de nos travailleurs sociaux, psychoéducateurs, tous les autres thérapeutes qui existent, qui nous aident? Le système est en débordement, est en train d'exploser. Ouais. Ces gens-là sont totalement adéquatement formés pour intervenir, offrir du support, de la relation d'aide. C'est pas une activité réservée, offrir de la relation d'aide et du support. De l'écoute, de l'éducation, c'est pas une activité réservée. Ce qui est réservé, c'est diagnostiquer, traiter, évaluer. Ouais. Ça, c'est réservé. Ouais. Les nutritionnistes, ils ont leurs activités réservées, appliquer un plan alimentaire prescrit. Ils ont des activités réservées, en ont 2. Les psychologues, on en a, les médecins, les vétérinaires. Mais autre que ça, toutes les autres activités peuvent être opérées par des gens compétents et formés. OK. Est-ce que ça veut dire qu'il devrait exister, selon toi, Geneviève, ça je vais l'enchaîner avec Annie, je veux savoir ta perception par rapport à ça, au Québec, un statut légal reconnu pour les praticiens hors d'ordre? Tu viens du milieu d'avec un ordre, est-ce que ça serait suicidaire d'implanter un genre de regroupement pour tous ceux et celles qui n'ont pas d'ordre? Il y a des associations qui existent pour ça. OK. Donc, Annie fait partie d'une association. Mais la réalité, c'est qu'il faut comprendre que ces lois-là existent déjà. Ils sont déjà prévus qu'il y a des professionnels qui n'ont pas les activités réservées que je viens de nommer, là, diagnostiquer, traiter, évaluer, qui peuvent totalement fonctionner, travailler, soutenir, aider les autres professionnels de la santé. Et on a besoin d'eux. Là, ce qu'on est en train de faire au Québec, ça va déjà mal, c'est de faire peur à tout le monde. Ouais. Puis j'aimerais faire une nuance parce que c'est là-dessus que je débat d'ailleurs en cours, exactement sur le diagnostiquer, évaluer, traiter. Je ne diagnostique pas, je n'ai pas besoin, disons. Non, mais il faut comprendre que les cours de justice, actuellement, Jean-François, c'est que moi, je n'ai pas fait de diagnostic. Hein. C'est la personne qui est arrivée avec son diagnostic. Mais parce qu'elle a franchi une étape où elle m'a divulgué son diagnostic et que je veux l'aider, les cours de justice ont dit que j'ai diagnostiqué sa maladie. Mais ce n'est pas le cas. Je le sais. Mais c'est toujours comme ça. Voyons, des travailleurs sociaux, je n'ai vu pendant 20 ans, le patient arrive et dit « j'ai une dépression Non, majeure. » mais là, je vous donne... Mais c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ma cause, mais c'est exactement ce que je divulgue, que j'ai pas fait de diagnostic, j'ai pas traité une maladie. J'ai pas fait d'acte de réservé parce que l'article 31... En fait, c'est ton patient qui l'a fait pour toi. Oui, oui. Puis l'article 31, il y a 2 alinéas. OK? Tu as l'alinéa 1 qui est pour que n'importe qui peut traiter, soulager une déficience de santé. Oui. Mais l'alinéa 2, ce qui est réservé à certains ordres professionnels, dont les médecins, c'est diagnostiquer une maladie, mais pas diagnostiquer une déficience de santé. OK? Il y a une nuance et c'est ce que je débat en cours actuellement. Et de plus, moi, je n'ai pas fait de diagnostic de maladie. Diagnostic de maladie, là, quand tu vas à l'université, tu as une anamnèse, tu as des tests complémentaires, tu as des tests médicaux, tu as du toucher, etc. Il y a des étapes à suivre.
moi, j'ai eu un échange d'hygiène de vie verbal sur la constipation qu'elle m'a dit. De toute façon, ça voudrait dire que la personne qui suit un traitement à Gélinet, qui souffre d'alcoolisme, qui rentre dans le bureau, qui voit une relation d'aide, lui, il pourrait être accusé d'avoir... Tu as tout compris. Même, je le sais. Voilà. Comme j'ai fait partie d'un ordre pendant 17 ans, mais ça fait pas de sens. Je le sais. Ça fait pas de sens parce que c'est toujours comme ça que ça arrive. Les gens arrivent dans le bureau, peu importe c'est qui devant eux, puis ils expliquent leur diagnostic parce qu'on est formaté pour donner des diagnostics. Et je te dirais, ça va même plus loin que ça aujourd'hui, parce qu'avec l'avenue de l'intelligence artificielle, tu peux envoyer des photos, créer, aller plus loin avec un diagnostic que l'IA va te donner. Fait que tu ne vas pas aller à la clinique ou à l'hôpital, puis tu vas voir une naturopathe et tu dis, regarde, voici ce que l'IA me dit, as-tu quelque chose pour pouvoir m'aider par rapport à ça? Mais c'est pour ça que je réitère encore, ma cause est importante. Je le relis, la jurisprudence, OK? Puis c'est pas du diagnostic de maladie que j'ai fait, là. Soigner ou prétendre soigner une personne qui se croit ou se prétend atteindre d'un problème de santé sans être médecin constitue exercice illégal de la médecine. On comprend que ça marche pas. C'est bien trop vaste de toute façon. Qui prétend soigner? Soigner, c'est un grand terme aussi. Là. Je comprends. C'est carrément désuet. Non, mais c'est là mon débat. Là. Ouais. C'est un gros débat. C'est un gros débat. C'est parce que tous les gens œuvrant dans le milieu professionnel de la santé font face à ça dans leur carrière toujours. Exact. Tout le monde. Tout le monde sans exception. Tout le monde. Parce que tout le monde, tu rentres dans n'importe quel milieu de santé. C'est comme ça que ça se passe. Fait que c'est quoi, tout le monde va se faire pourchasser par le collège des médecins? Oui, mais je te dirais oui et non, parce que si tu n'écœures pas le narratif dominant, on va te laisser tranquille. Oui. Mais dès que tu vas te lever contre le narratif dominant ou le Big Pharma... Je me suis levée un peu contre le narratif. Fait que là, ça fait des étincelles, hein, parce que j'amène quelque chose d'innovant. Mais les gens dans leur bureau, les travailleurs sociaux, les naturaux... Ils ne dérangent pas. Non. Je pense pas que le collège des médecins va envoyer un espion. Mais il faut comprendre que c'est la réalité québécoise actuelle. Moi, je sais parce que je suis mon dossier de près, je suis les cours pénales. C'est 1 par semaine. Encore aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a un naturopathe, il y a eu l'école d'ostéopathie. Là, ils vont être reconnus au sein de la chiropratie. Mais je veux dire, c'est un après l'autre. Mais c'est parce qu'ils veulent éteindre les médecines complémentaires. Exactement. Bon, on le sait. Là, on le sait. Hein? Qu'est-ce qui se cache sous ça? C'est qu'ils veulent éteindre. Oui. C'est sûr, c'est certain. Puis encore là, je vais même aller plus loin que ça. Il y en a qui vont dire, il y a une différence entre l'application de la loi puis la loi, mais on le vit avec C9. J'ai entendu des gens se lever, il n'y a rien là, c'est pas dangereux, C9, les discours haineux. Non. C'est sérieux. Présentement, il n'y a peut-être pas l'application de la loi, mais la journée qu'il va y avoir l'application de la loi, au même titre qu'il y a eu l'application de la loi pour les mesures d'urgence sanitaire, vous allez pleurer votre mère, là. Il va être trop tard, ça va être passé. Fait que c'est là qu'il faut faire la différence. C'est peut-être qu'on laisse aller certaines personnes dans les différentes associations, mais la loi est là. Oui. Elle est efficace, elle est en force, puis s'il arrive quelque chose... Elle est appliquée. Elle est appliquée en cours, peu importe. Mais moi, je pense qu'on peut étirer un peu la sauce puis essayer de comprendre ici que le but de ça, c'est d'éteindre les approches complémentaires. Hein, les gens n'auront plus le choix de se soigner autre que par les pharmacos. J'ai été dans une profession pendant 17 ans, je le vois. Même dans nos professions, c'est les chaires de recherche qui subventionnent les cursus universitaires, qui subventionnent les labos de recherche. Tu as raison. On apprend la pharmacologie dans les cours professionnels maintenant. Il n'y a pas de cours sur l'alimentation, il n'y a pas de cours sur l'hygiène de vie, mais il y a des cours en psychopharmacologie, par exemple. Alors, on le voit, on voit comment ça vient teinter. L'infiltration des Big Pharma dans nos universités, c'est une réalité qui est omniprésente aujourd'hui. Et de plus en plus. Tout à fait. De plus en plus. Tout à fait. Annie, tu parles de rendre les humains autonomes comme d'une véritable sens de ton combat. Concrètement, comment cette idée a-t-elle transformé ta façon de travailler depuis le jugement? Ça a commencé avec moi quand même. Ouais. Parce que moi, je suis devenue autonome pour ma propre santé quand j'avais 30 ans. Et à cause de mes problèmes de santé, j'ai consulté un naturopathe. Donc, à ce moment-là, je croyais que j'avais ce droit-là de pouvoir choisir comment être soignée. Oui, j'étais allée voir mon médecin, j'ai eu des diagnostics, mais après, OK, ça, j'en veux pas, je veux pas cette avenue-là. J'ai consulté d'autres paramètres qui m'ont plu et évidemment, c'est là que j'ai découvert cette révélation, cette passion-là de lire et de chercher comment me soigner. Et c'est comme ça que je suis allée chercher après mon diplôme en naturopathie. Et c'est ce que je m'attarde à faire aussi beaucoup dans ma clinique. Vitacru,
la vision de Vitacru, on est 2 naturopathes, c'est d'enseigner avant tout. Je ne suis pas capable, mettons que la personne rentre avec son problème, je ne peux pas juste lui dire « prends ça, exemple, tu as des gaz, tu as des troubles de digestion, prends des enzymes, ça va être correct, ça va régler ton dossier. » Je ne peux pas travailler comme ça. Je ne règle pas son problème à la source. Le produit de santé naturelle va soulager son symptôme, mais là, je fais de la médecine. C'est pas ça que je veux. Je veux, OK, voici ton problème, maintenant, je vais t'expliquer comment ton corps fonctionne, comment ton tube digestif fonctionne, c'est quoi les paramètres qu'il faut que tu surveilles, pourquoi ça survient, qu'est-ce qui se passe, tous les scénarios possibles. Donc, c'est par l'éducation qu'on va rendre quelqu'un autonome. Geneviève, ton offre, tu l'as dit, a basculé vers des formations en ligne puis des certifications GAPS, G-A-P-S, non pas le magasin Gap, c'est les certifications GAPS, plutôt que vers le suivi clinique individuel. Est-ce que c'était un choix stratégique pour rester dans la légalité ou une transformation plus profonde de ta vocation? Les deux. Les deux? Oui. En fait, je veux aider plus de gens. Donc, comment aider plus de gens? C'est de créer des cohortes, de pouvoir accueillir beaucoup de gens, parce qu'en 1 à 1, on est très limité dans ce qu'on peut accomplir. Ouais. Et puis, on répète souvent les mêmes informations. Là, je parle basé sur ma carrière de psychologue. Hein, les gens viennent s'asseoir. Puis là, ici, on n'a pas un besoin de creuser individuellement chaque condition. Hein, c'est un besoin d'éducation. Donc, on n'a pas besoin de faire du 1 à 1 pour vraiment bien enseigner. Donc, ça permet de voir des milliers de personnes plutôt que 1 à 1. Donc, le message se propage beaucoup plus rapidement. Ouais. Ça peut avoir l'air de quoi je vais utiliser le même terme, une genre de masterclass de groupe comme tu fais. Il y a combien de personnes qui peut assister en même temps? C'est aléatoire? J'ai différents types d'offres, mais disons des cohortes 3 mois de transformation, des centaines de personnes. Oh, wow. Des centaines de personnes. Le dernier masterclass que j'ai enseigné il y a 3 semaines, il y a 4000 personnes en ligne. Quand même. Puis toi, vu que tu le fais, je pense que toi, tu le fais de façon plus préenregistrée? Non, pas du tout. C'est comme une consultation, c'est en live. C'est la personne, toi, tu veux booker un masterclass, tu regardes mon horaire. Annie, elle a une plage horaire mardi à 12h30. Tu le bookes, tu peux le faire en présentiel si tu es proche de la clinique, sinon tu le fais en Zoom. Donc, j'ai gardé un peu mon concept consultation pour que mon client s'adapte à faire la transition, dans le fond. Puis j'imagine que vous êtes capable de sortir les statistiques sur qui était là, puis etc. Oui, et puis l'idée, on a des formulaires de préconsultation. Les gens nous racontent leur vie un peu dans le formulaire. Ils expliquent pourquoi ils sont là, leurs objectifs, leurs attentes. Un peu comme un formulaire que j'aurais, différemment, que j'aurais à remplir avant d'aller suivre une session de massothérapie puis qui me demande mon bilan de santé ou quelque chose comme ça. Exact. Ouais. Mais je te dirais, en naturopathie, avec ce que moi j'ai vécu, il n'y a plus de bilan. Là. Non, je comprends. Faire attention, il n'y a plus de bilan à la collecte de données. Puis je te dirais que la collecte de données, c'est nom, adresse, âge. Courriel. Ça s'arrête là. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre se soumettre à la loi puis se réinventer à l'intérieur de la loi? Puis où tracez-vous la ligne par rapport à ce sujet-là, personnellement? Moi, je suis dans une case un peu à part parce que, comme je dis, j'opère des États-Unis maintenant. Mon entreprise est là, je suis expatriée, j'ai plus rien ici au Québec. Je suis vraiment dans une... Tu sais, je vois des gens de partout, je suis dans une drôle de catégorie. Elle se sent plus libre que moi. Je me sens un peu plus libre. Définitivement. Oui. Je vois pas de gens ici au Québec. Tu sais, je suis comme un peu disparue. Avec cette liberté-là, si c'était à faire, tu referais-tu le même processus? En fait, j'ai adoré ma profession. Mais c'est les limitations imposées qui ne me plaisent pas. Non, mais je comprends que tu as adoré ta profession, puis probablement que ta profession a contribué à ce que tu puisses avoir même cette notoriété-là aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est sûr. Forcément, mais sachant que tu as cette liberté-là aujourd'hui à l'extérieur du Québec, j'imagine que le coût à revenir au Québec, tu vas le considérer comme 2 fois puis 3 fois avant de revenir au Québec. Oui, puis aussi, en fait, un souhait profond, ce serait que la profession de psychologue accepte qu'on puisse aller là, au niveau de ces enseignements-là. Là, j'aurais un monde parfait. Je pourrais exercer mes activités réservées puis faire ces enseignements-là de psychoéducation. J'imagine. Ça serait le meilleur des deux mondes. Ça aurait été mon souhait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis battue, là. Oui. Mais battue. C'est-à-dire, je suis allée de l'avant avec des procédures. Oui. Toi, Annie? Bien, moi, je te dirais, tout ce processus-là m'aide à reconfigurer, en fait, la naturopathie, qu'on peut l'aborder. Puis j'aime bien aussi ce que Geneviève dit, parce que c'est exactement mon objectif.
d'enseigner, d'éduquer, rendre la personne autonome. C'est ça que je veux présenter, c'est ça, se réinventer. Fait qu'à travers un processus de cadre qu'on a toujours été habitué, j'ai un problème, je consulte parce que j'ai un problème, au lieu, je peux avoir mon problème, mais je veux l'optimiser, je veux optimiser ma santé à la place. Je veux comprendre comment les mécanismes du système nerveux, comment la thyroïde, comment les surrénales, comment le microbiote, comment la digestion, le foie. Aller chercher les connaissances. En fait, moi, j'ai une encyclopédie dans ma tête d'enseignement. C'est ça qu'on aime faire. Et c'est comme ça qu'il faut se réinventer un peu au Québec pour rester dans le cadre légal. Moi aussi, je rêve du jour que la Cour suprême accepte ma cause, de un. J'aimerais beaucoup que ma voix soit entendue. Pour la première fois, ça ne serait pas un avocat qui va parler pour moi. Ça serait moi. Puis... parenthèse comme ça, tu sais, notre intercesseur, c'est qui pour parler à Dieu? C'est Jésus. Puis, un moment donné, pour la Cour suprême, Stéphane et moi, on a réalisé, Annie, je viens d'enlever un intercesseur humain, mon vrai intercesseur sera lui-même pour parler au juge. Donc, oui, j'aimerais avoir cette opportunité-là pour défendre ce que je vois dans l'interprétation qui, selon moi, ne fonctionne pas et que je gagne une cause. Bon, ça serait un miracle. J'aime rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. C'est ce qui nous donne l'espoir. Oui. Si un praticien, je vais l'appeler comme ça, hors d'ordre, pardonnez-moi, vous demandez aujourd'hui comment je continue d'aider les gens sans me retrouver dans un tribunal, ça serait quoi les 3 conseils, rapidement, que vous donneriez à ce praticien hors ordre-là? Mon premier conseil, c'est, premièrement, scanne la personne qui est devant toi. Puis on peut se faire jouer là-dessus. OK? L'esprit de discernement n'est pas toujours clair, je me suis fait avoir. Deuxièmement, utilise un langage. Exemple, la personne vient, parce que j'ai trouvé des mécanismes, c'est qu'il ne faut pas que la personne divulgue son diagnostic, mais elle va parler de ses problèmes. Mais toi, il va falloir que tu répondes différemment. Exemple, la personne vient, j'ai un problème de santé X, et là, toi, comme naturopathe, il faut que tu dises, écoute, j'ai entendu, mais pour ton problème de santé, je ne peux pas le traiter, c'est seulement un médecin qui va pouvoir le traiter. Par contre, moi, ce que je vais faire, je vais t'éduquer. On ne réglera pas ton problème de constipation, par exemple, mais je vais t'enseigner les rudiments pour que ton hygiène de vie prévienne les problèmes de constipation. Là, je viens de changer mon discours. C'est complexe, hein? Je le sais, mais c'est comme ça que je peux coacher une naturopathe. Ça, on trouve ça la page 79 de Kim. Oui, mais as-tu vu comment j'ai déjoué par mon langage? Je te traite pas ta constipation, je vais t'enseigner, va voir ton médecin, mais moi, je vais t'enseigner par ton hygiène de vie comment tu vas prévenir. Je ne traite pas. Qu'est-ce que la jurisprudence dit? Ah, mais non, je suis correct. J'ai été correct. Puis c'est important. Et non pas tu dis, je vais t'enseigner comment prévenir ta constipation de demain. Exact. Là, tu viens de... Parce que celle d'aujourd'hui, c'est un médecin qui peut la régler. Non, mais on joue avec... C'est juste des mots. Des mots. Mais quand tu as compris, parce que là, j'ai eu l'intelligence, à travers 6 ans, j'ai enfin compris le mécanisme. Fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus solide. Donc, c'est ça mon conseil. Bien, venez me voir. Je vais vous aider à utiliser un meilleur langage. Évidemment, signer une feuille de consentement comme quoi, effectivement, tu n'es pas un professionnel de la santé, tu n'es pas médecin et tu vas utiliser cette séance-là à titre d'éducation. Mais il faut que ensuite, quand tu poursuis ta rencontre, tu fasses la même chose. Clairement. Fait que oui, il y a de la prudence, mais cette prudence-là ne veut pas dire le silence. Oui, mais cette prudence-là, elle est quasi synonyme de marcher sur un champ de mine puis de te souvenir de tout ce que tu dois dire pour ne pas te lier avec tes paroles. Oui, parce qu'ils veulent te piéger. C'est sûr. Ils veulent te piéger. Oui, Annie, mais j'ai ça. Est-ce que ça va me guérir? Écoute, je me rappelle encore, l'enregistrement, je vais toujours me rappeler. Là. Mais ils font tout pour que tu embarques dans le jeu de solutionner son problème. Ouais, c'est pervers. C'est pervers, effectivement. Pervers. Est-ce que le vieux réflexe, Geneviève, j'ai mal, qu'est-ce que je prends, doit changer, selon toi, pour un réflexe du comment mon corps fonctionne, puis comment je peux l'aider à aller mieux? Oui, vraiment.
Moi, je n'ai pas vécu ce qu'Annie a vécu dans ma pratique de psychologue parce que j'en ai des activités réservées. Fait qu'on ne marche pas sur des champs de mine comme ça. Comprends-tu? J'ai le droit de diagnostiquer ou non. Mais il y a quand même, peu importe maintenant, comme je ne suis plus membre de l'Ordre, l'éducation, c'est de comprendre que les gens peuvent optimiser leur santé. Ça n'a rien à voir avec le diagnostic. En fait, on s'en fout. C'est quoi le diagnostic? Ouais. Moi, je le dis toujours, je m'en fous de ton diagnostic. Ouais. Mais même dans ma carrière de psy, les gens disent « Ah, j'ai un trouble de personnalité, j'ai une dépression, j'ai un TOC, j'ai ci, j'ai ça. » En fait, ça ne change absolument rien aux interventions. Parce que quand tu travailles l'optimisation de la santé globale ou de la santé mentale ou peu importe, de la santé, on travaille des leviers du corps avec des interventions très, très spécifiques au niveau alimentaire, par exemple. Le diagnostic, c'est pas important. Oui, je comprends. Donc, moi, j'ai dû m'ajuster. Parce que moi, j'avais le droit d'utiliser des mots, des façons de travailler que je ne peux plus. C'est sûr. Fait que toi, il faut que tu piétines parce que tu peux pas le faire. Moi, c'est je faisais, puis là, il faut plus que je le fasse. Elle rentre dans mon champ d'expertise un peu. Elle fait de la naturopathie. C'est sûr. Parce que c'est ça, dans le fond. La naturopathie, c'est l'hygiène de vie, c'est la santé digestive, c'est les mécanismes d'auto-guérison. Redonner le pouvoir au corps de se guérir lui-même. Et non pas par une molécule. Mais plutôt que de le faire en psychothérapie, ce qui était principalement mon outil dans ma carrière, la psychothérapie, là, on ajoute l'hygiène de vie. Parce que la psychothérapie ne pallie pas à elle seule à tous les symptômes. Non, tout comme la médication ne pallie pas à elle seule souvent. Fait que là, moi, je me retrouvais dans mon cabinet avec des gens qui sont sous médication, sous psychothérapie, puis encore des symptômes. Bien là, qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là, ces symptômes-là? On regarde les gens puis on dit... Oui, c'est ça. Hein? Puis c'est bon la remarque que tu fais parce que dans le fond, tu vas une étape plus loin parce que tu corriges, avec tes découvertes que tu as faites dans ton cas, tu corriges plus les symptômes, tu corriges plus loin que le symptôme. La racine. Tu vas la racine, la cause. Exactement. Parce qu'on est formés, les professionnels, pour agir sur un symptôme. Les psychologues, notre outil pour éteindre le symptôme, c'est la thérapie. Mais là, j'ai pas besoin de l'utiliser, moi, la thérapie. Je travaille l'optimisation. Oui, c'est ça. Je passe par un autre canal. C'est quoi la prochaine étape pour chacune de vous dans la prochaine année, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, Geneviève? Puis après ça, je vais laisser... c'est ma dernière question. Dernière question. Bien là, moi, j'ai vraiment le plan d'aller en appel à suivre. À suivre, oui. Sinon, professionnellement, bien, j'habite toujours au Mexique avec ma famille. Donc, je continue. Ton gars te parle, prendre l'expansion internationale. Oui. C'est vraiment génial. Des beaux projets. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et les gens peuvent te suivre à quel endroit, Geneviève? Oui, Facebook, Instagram, sous mon nom, Geneviève La Bonté-Chartrand. Good. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, un site web, le classique, là. Tout y est. Sous ton nom à toi? Sous mon nom. Parfait. Oui. Excellent. C'est simple. On aime ça comme ça. Annie, pour la prochaine étape pour toi dans la prochaine année, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel? Personnel, prendre peut-être plus soin de moi. Avec 6 ans de histoire COVID, poursuite, je te dirais en 2026, c'est ouf. Pour respirer. J'ai un peu besoin de silence et de calme. Puis en même temps, bon... De fin de semaine de pêche. Oui, après ça, oui. Je repars d'ailleurs la semaine prochaine. La première semaine de construction, on va refaire une petite cabine, un peu de pêche, trouver le silence. J'en ai beaucoup de besoins. Puis en même temps, on est en développement, réinventer Vitacru, être peut-être plus présente, réseaux sociaux, capsules, éducation, éventuellement faire un peu comme Geneviève, des sessions de groupe masterclass, parce que ma masterclass, que je la donne à une personne ou je la donne à 10, c'est le même cours. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion. Évidemment, il y a toujours la Cour suprême, l'attente de réponse. C'est sûr que, oui, c'est bon. On attend la réponse, puis on dealera avec après. Mais oui, mon cœur, Dieu connaît mon cœur. J'aimerais ça être entendu. Si Dieu décide, Annie, t'en as assez fait, c'est correct, t'as tout exposé, ce qu'il fallait qu'il soit exposé. Au moins, tu auras le sentiment d'avoir été jusqu'au bout. Oui, parfait. Je vais me concentrer sur l'humain, Vitacru, développer ce qu'on a commencé à développer. On a un nouveau site Internet. Donc oui, il y a des belles choses qui se présentent, mais avec un peu de pause en même temps, si je suis capable de...
C'est important de recharger les batteries. Oui. Les gens peuvent te suivre toi aussi sur ton TikTok maintenant. TikTok. J'ai TikTok, j'ai en fait, il y a Annie Genot puis il y a Vitacru. Fait que ça dépendant où, mais j'ai Vitacru TikTok, j'ai Vitacru YouTube. De toute façon, si vous allez sur vitacru.com ou suivre Vitacru ou Annie, les gens peuvent aller là, aller voir nos masterclass. On a des sujets extraordinaires. Puis, je dirais aussi qu'on a sur Vitacru une nouvelle section qui est la section articles et blogs, qui est quand même une association. Donc, il faut être membre pour avoir accès à cette ressource littéraire incroyable, qui est aussi en format audio. Puis la raison pourquoi il faut être membre, parce que Vitacru a été condamné en cours pour avoir mis des articles, pour avoir laissé croire. Fait que pour la seule façon de me protéger, c'est d'être membre, un léger coût, mais ça permet de nourrir cette banque d'informations-là qui est inimaginable. Donc, on a développé beaucoup cette section-là aussi. Le but, c'est d'éduquer et de rendre accès nos connaissances. Et merci, mesdames, pour votre courage, votre franchise, puis merci d'avoir accepté de nous partager une tranche de vie d'expérience par laquelle vous êtes passé dans les dernières années. Et je suis convaincu que cette tranche de vie-là, le point positif, c'est qu'elle a contribué à faire les femmes que vous êtes devenues aujourd'hui. C'est tout à votre honneur, donc on veut vous remercier. Ça a été un honneur de vous recevoir sur le plateau de l'émission Le Panneau cet été. Merci. Vous savez, ce soir, on a parlé de tribunaux, de radiation, de monopole professionnel, d'une cause qui se rend jusqu'en Cour suprême du Canada, mais au-delà de tout ça, il y a une question plus grande qui se dégage de cette soirée et qui nous concerne tous, peu importe notre combat. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Que fait-on de nos défis? Que fait-on devant nos propres déserts? On associe souvent le mot désert à un endroit où tout s'arrête. Un vide, une punition, une impasse. Mais dans la Bible, le désert n'est pratiquement jamais ça. C'est le lieu où Dieu attire quelqu'un loin du bruit pour lui parler, écoutez bien ça, en tête à tête. Le prophète Osée l'écrit ainsi dans le livre qui porte son nom, chapitre 2, le verset 16, où il est dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Parce qu'un désert dans nos vies n'est jamais juste un désert. C'est une formation, c'est un lieu d'entraînement, c'est un bootcamp, c'est une école silencieuse, l'université de Dieu où on apprend des choses qu'on n'aurait jamais apprises autrement. C'est aussi un tremplin vers un horizon qu'on ne voyait pas avant d'y entrer. Et surtout, c'est un lieu de rencontre. Parce que si on se tourne vers Dieu au milieu de notre désert, il ne reste pas silencieux. Il nous rencontre, il nous parle, il se révèle à nous. Il ne s'arrête pas là. Il nous change, il nous façonne, il nous transforme. Ce n'est pas une consolation qu'il vient déposer dans notre épreuve, c'est une métamorphose. Et voici quelques paradoxes qui vaut la peine d'être répétés encore et encore, surtout dans les moments où il semble le moins vrai. Ce que le monde appelle une impasse, Dieu l'appelle parfois un rendez-vous. Une porte qui se ferme peut être la façon dont on vous détourne d'un mauvais chemin. Votre pire épreuve aujourd'hui peut devenir votre plus grand témoignage de vie demain. Le silence de Dieu dans votre désert ou dans votre épreuve n'est jamais l'absence de sa présence. Jamais. Et s'il y a une raison pour laquelle Dieu permet parfois ces déserts dans nos vies, c'est peut-être celle-ci. Il veut toute notre attention. Pas pour nous punir, pour qu'on se tourne vers lui, qu'on réalise qu'il est là, juste là, et qu'on lui donne enfin la première place. La première place dans nos choix, la première place dans nos priorités, la première place dans notre cœur. Pas la deuxième, pas celle qui reste quand tout le reste a échoué, la première. Et il ne nous promet pas une vie sans épreuve, ça, jamais. Aucun texte, nulle part, ne promet une vie sans épreuve. Mais il nous promet mieux, une vie où il est avec nous. Il nous accompagne, nous guidant, nous montrant un pas à la fois le chemin à suivre. Pas de loin, pas après coup, dans l'épreuve elle-même. Parce qu'au fond, ce que Dieu désire le plus, ce n'est pas votre performance, ni votre perfection, ni même votre réussite après l'épreuve. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est votre cœur. Son désir ultime, cette idée qui traverse toute la Bible du début à la fin, c'est celle de la réconciliation entre vous et lui. C'est tout. Seulement ça.
C'est aussi simple et aussi grand que ça. Et ici, je vais être précis parce que le verset qui suit est souvent cité juste à moitié. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans un passage sur la tentation ou, si vous préférez, l'épreuve. Mais le principe qu'il pose s'applique très largement à toute épreuve qui nous dépasse. Je vous lis le texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, où il est écrit « Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » La partie que trop souvent on oublie dans ce passage, c'est la deuxième partie. Il, en l'occurrence Dieu, a déjà préparé d'avance un moyen d'en sortir. Pas peut-être, pas un jour, déjà, dans le ici et maintenant. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vous vouloir dire pour vous ce soir? Peut-être que votre désert à vous, c'est un congédiement. Peut-être que c'est une rupture ou un diagnostic, pardonnez-moi, qui a tout changé dans votre vie du jour au lendemain. Peut-être que c'est une bataille que personne d'autre comprend, mais que vous refusez d'abandonner. Peut-être que c'est un silence que vous traînez depuis des années et que vous n'avez jamais nommé à haute voix. Et peut-être, et c'est toute la question qu'on vous laisse ce soir, que ce désert-là est en train de vous former, de vous préparer pour un horizon que vous n'aurez jamais imaginé pour vous-même. Alors, si vous traversez votre désert ce soir, ne cherchez pas la sortie rapidement. Cherchez la voix qui vous y parle, la voix de Dieu qui désire se révéler à vous. Parce que c'est souvent là, dans le silence et dans l'épreuve, que Dieu se révèle, qu'il forme, qu'il transforme, et que ce scelle, pour qui veut bien y répondre, une réelle réconciliation entre vous et lui, non pas à travers une religion, je suis loin de la religion, mais à travers une réelle relation d'intimité. Et que ça, à quoi tu fais face aujourd'hui, devienne pour toi un point tournant dans ta vie, dans cette rencontre éventuelle avec Jésus-Christ. En terminant, ce soir, je souhaiterais vous laisser avec la pensée suivante. Que ton plafond auquel tu fais face aujourd'hui devienne ton plancher sur lequel tu marcheras demain. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.